Alors, il faut pas commencer à utiliser le mot chaque fois que quelqu'un dit quelque chose qu'on n'aime pas. C'est pas parce que je suis pas d'accord avec quelqu'un que c'est un autoritaire. C'est pas parce que je suis pas d'accord avec quelqu'un que c'est un nazi, c'est un fasciste. Mais il faut se garder le droit d'utiliser ces mots-là pour correctement identifier les mouvements quand ils commencent. Parce que c'est pas quand ils sont rendus au pouvoir que c'est le temps de commencer à utiliser les mots. Là. What's up tout le monde? Bienvenue dans un nouvel épisode du What's Up Podcast. Ici, votre animateur, Jer Alain, et j'espère que vous allez super bien. L'épisode de cette semaine est possible encore une fois grâce au soutien de nos commanditaires, procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Donc, un énorme merci à eux de continuer de soutenir le What's Up Podcast. Si vous êtes tanné des cafetières qui tiennent pas à route puis qui pètent tout le temps, ben offrez-vous une cafetière Bellucci. Et si vous le faites, ben faites affaire avec procafetière.ca parce que c'est eux autres les experts en tout ce qui a rapport avec le café. Situés à Varennes, allez les voir en magasin ou commander rapidement et en toute sécurité sur leur site internet au procafetière.ca. Et si vous voulez m'aider sur une note plus personnelle, devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Pour 3-4 pièces par mois, accédez au podcast sans publicité et ça dès sa sortie. Donc pas besoin d'attendre des semaines avant qu'il soit disponible pour tout le monde. Fait que là, je viens de finir avec mes pubs, mais si vous aimez le podcast, je vous encourage à en parler à votre entourage, à laisser un petit thumbs up, à y laisser un petit commentaire positif dans la section commentaires. Puis ou sinon, tout le monde, je vous dis un énorme merci et on se revoit la semaine prochaine et bon podcast tout le monde. What's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content de recevoir à nouveau Fernel Morissette que vous avez pu voir à travers les réseaux sociaux. Il est influenceur et vulgarisateur des enjeux politiques, sociaux et économiques. Un gros merci Fernel d'être là au What's Up à nouveau. Merci, je suis super content d'être de retour. C'est pour moi quasiment un retour au bercail. C'était comme mon tout premier vrai gros podcast que j'ai fait, genre. Fait que c'est le fun. Mais c'est ça, tu sais, on va le répéter parce que là, on se l'est déjà dit, mais tu me rappelais hors caméra que la première fois, c'était ton premier podcast, t'étais venu, puis t'avais échappé plein d'autres. Ah non, mais je suis expressif, tu sais. Ouais, je pense qu'on peut même aller le revoir, là. À un moment donné, j'accroche la bouteille d'eau, puis je sais, ta console, elle était là à l'époque, puis je l'ai pas raté, là. Tout, puis là, tu sais, bon, merci d'avoir coupé ce segment-là, genre l'espèce de moment de mon côté, c'est comme ça y est, il n'y a plus jamais personne qui va me réinviter à un podcast, je suis barré à vie, tu sais. Non, ça a été correct. Non, tu t'en tires pas pire, même tu t'en tires, je pense, très bien. Parce que, ben là, c'est ça, là, peut-être une couple de mois, tu me corrigeras si je me trompe, mais t'as décidé de lâcher ta job d'avocat, puis de te consacrer pleinement aux vidéos, puis à la vulgarisation, puis en tout cas, moi, c'est ça que j'en ai compris, là. Fait que, ben, félicitations, j'imagine... Ça n'a pas dû être facile de faire ce choix-là, ou qu'est-ce qui en est venu justement à faire ce choix-là? Ça a été un choix graduel. Alors oui, je l'ai comme annoncé comme s'il y a un moment final, mais en réalité, j'étais à contrat pendant la dernière année, à peu près, ce qui veut dire que j'étais pas à temps plein. Quand il y avait de la job où il y avait besoin de moi, le bureau pour lequel je travaillais, ben là, il me contactait, puis je faisais le projet, un projet ou deux, puis le résultat, j'en avais rien. Ça me donnait beaucoup de flexibilité. Puis c'est graduellement, je réalisais que je commençais à dire non à bien des affaires parce que ça me tentait de protéger un peu plus de temps pour faire ce que je fais sur les médias sociaux. Et puis, ben, éventuellement, eux autres, ils m'ont dit, écoute, tant qu'à y être, je veux dire, veux-tu... Qu'est-ce qu'on fait, là? Alors, ben, je leur ai dit... Et ils n'étaient pas tant surpris que j'avais pas l'intention de redoubler mon contrat. Alors, depuis le 1er janvier, je suis... free agent. C'est fou parce que tu avais quand même un très bon salaire. Là, c'était de quoi, là, puis je sais pas si ça dérange de le dire, mais des 250 000 $ par année. Je veux dire, moi, j'ai pas de misère à en parler parce que c'est une information publique. N'importe qui peut aller sur Internet voir combien se font payer les avocats dans des grands cabinets à New York puis voir le salaire. Au niveau où j'étais, c'était 1 demi-million par année. Mais ça, c'est avant impôt, là. Je veux dire, l'impôt en prend à peu près la moitié rendu là, puis là, t'as toutes sortes d'autres dépenses additionnelles. Même aux States, rendu à ce niveau-là, ben, OK, non, la moitié, c'est pas vrai, là. Ils en prennent à peu près le tiers. Ça me semble c'est de quoi... même ici, quand on dit la moitié, c'est pour de vrai, genre, je pense qu'en dessous de 800 000, c'est pas vrai que c'est vraiment la moitié, c'est que ton cran le plus élevé
ton palier le plus haut est à moitié, mais tout le reste, tu l'es pas. Alors, ton taux effectif l'est pas. On est quand même pas loin, par exemple, de la moitié. Je comprends que des fois, on se sent de même, particulièrement quand on compte aussi genre les taxes de vente, puis toutes les autres formes de taxes puis d'impôts. Ouais, c'est quand même c'est pas une petite partie de nos revenus qui vont au gouvernement. Fait que toi, tu dis non à ça. Ouais. Puis pour faire que des vidéos que, à moins que je me trompe, te ramènent à rien, là, je pense. Tu sais, je suis pas en train de crever de faim non plus. Là. J'ai une grande flexibilité. C'est ça, j'ai des beaucoup, économies. Exactement. Ouais, alors, côté financier, c'était pas une décision qui était épeurante pour moi. C'est sûr que ça me prive de beaucoup de revenus, mais à un moment donné, genre, si ta vie au complet, c'est essayer de faire de l'argent puis tu fais jamais rien avec, moi, je me vois pas tant là-dedans. Étais-tu heureux dans ce job-là? La job était le fun. T'sais, c'est fou à dire, mais moi, j'aimais ma job. J'aimais mes collègues, ils étaient super. Ouais. J'aimais le défi intellectuel constant de ce que je faisais. Ce qui me manquait, c'était une espèce de raison d'être. C'est que dans le fond, oui, c'est un énorme challenge, c'est un gros défi, mais à la fin de la journée, tu vas te coucher, t'es crevé, puis tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait de bon pour l'humanité aujourd'hui, puis la réponse, c'est pas aussi facile à trouver, genre. C'est un peu comme... C'est un espèce de monde parallèle, puis je réalisais que je voulais avoir une autre forme de valeur que l'argent. Puis c'est ça, là, tu t'as dit non à ça, puis là, maintenant... Tu fais que des vidéos. Mais tu sais, j'accepte des mandats payés aussi. Tu sais, tantôt, j'ai donné une conférence à temps partiel, exact. Alors ça. Si c'est ça, des conférences. Je donne une conférence tantôt. Ça m'arrive de faire des partenariats avec, par exemple, le Barreau du Québec qui m'a demandé de participer à une campagne pour faire la promotion de l'État de droit. Tu sais, ça vient chercher mes valeurs profonde, alors c'est facile de dire oui, puis en plus... la raison pourquoi tu as décidé... C'est ça. Ouais. Alors c'est un match assez facile, puis si ils sont prêts à me compenser en plus, je vais le prendre, parce que je veux pas déprimer le marché pour les autres non plus. Là. Mais moi, je t'envie tellement. Moi, j'aimerais ça aussi, avoir beaucoup d'argent de côté, fait que, tu sais, moins m'en soucier question financière, mais je ferais juste lire des livres. Je ferais que lire des livres. Je sais que le Jerry Allen de peut-être v'là 10 ans qui était tout le temps en train de crier fuck et du calcul en se défonçant la gueule. Un n'empêche pas l'autre. Là. Non, c'est vrai, mais on sous-estimerait peut-être pas que j'arrête cette réflexion-là aujourd'hui, mais c'est ça que je ferais. Juste lire des livres, essayer le plus possible d'en apprendre. C'est ça, tu sais. Fait que, en tout cas, je t'envie pour ça. Puis félicitations d'avoir fait ce choix-là. J'imagine que t'es content avec cette décision-là. Oui, je suis content l'énorme majorité du temps, mais c'est sûr que, tu sais, des fois, c'est jamais pour l'argent, c'est beaucoup plus... le beat me manque, tu sais. Quand t'es habitué à vivre une vie full intense tout le temps, puis là, j'ai pas une vie intense présentement, mais beaucoup moins, tu sais, c'est beaucoup moins chargé. Des fois, le moment d'excitation me manque un peu, là, mais j'essaie de m'assagir là-dessus, tu sais. Ben, félicitations, mon gars, man. Là, je vais rentrer dans d'autres questions que... Ben, c'est ça, un petit peu plus dans l'actualité puis tout ça, moi, sur toi. Mais j'aimerais ça savoir, qu'est-ce que tu penses des médias traditionnels au Québec, peut-être même au Canada, mais je pense, moi je consomme plus ceux au Québec, mais qu'est-ce que tu penses des médias? Qu'est-ce que tu penses de la crise? Est-ce que tu crois à l'objectivité journalistique? Est-ce que tu crois que... parce qu'on dirait que ça revient souvent, ça, à travers un peu tout partout. Il y avait des études qui parlaient, c'était plus aux États-Unis, mais je pense que c'est quand même... on peut dire que ça pourrait s'apprêter aussi, même à un public qui est canadien, mais 67% des personnes n'ont plus ou peu confiance en les médias traditionnels. Fait que, les derniers chiffres que j'ai vus au Québec, c'était 50% à peu près. Ben, c'est ça, fait que ça en dit quand même beaucoup. Là. Moi, c'est énorme, là, sacrément, 50%. Là, c'est une personne sur deux n'a plus entièrement confiance dans l'information qui lui est propre, qui lui est donnée par les médias. C'est grave, là. Puis là, je pense qu'on sort des carcans de... Mettons qu'on voudrait taxer quelqu'un de complotiste ou de tout ça. Je pense qu'on sort de ça. Non, tu peux pas dire que la moitié des gens sont des radicaux et des extrémistes. Ça se tient pas comme position sociale. Là. C'est ça, tu sais, je sais, c'est pas une question qui est comme genre très claire et directe, mais c'est ça. Qu'est-ce que tu penses
c'est ça, ce phénomène-là qu'on est rendu aujourd'hui. Ben, dans ce que tu m'as dit, il y a quand même quelque chose qui ressort que je pense que c'est important, c'est la notion de l'objectivité. T'sais. Moi, je compartimentalise cette question-là en 3 choses différentes, puis je pense que c'est important de le faire parce que de la façon qu'on en parle, c'est pas toujours clair, puis des fois, on se comprend mal parce qu'on utilise des mots sans trop les comprendre. Alors, mon lexique à moi, les mots, ce qu'ils veulent dire pour moi, l'objectivité, ça veut dire la capacité d'apprécier quelque chose par elle-même, alors sans que ça passe par quelqu'un qui l'observe. Alors c'est l'objet lui-même qui parle. L'objectivité, je pense pas que c'est accessible aux humains. Un humain ne peut pas être objectif. Parce que nécessairement, quand tu regardes quelque chose, tu le regardes par tes yeux, c'est filtré par ton cerveau. Quand tu l'écoutes, tes expériences, tout ça, puis 2 personnes peuvent regarder la même chose puis avoir 2 impressions différentes. Le facteur humain. Exactement. Ça va toujours être là. Toujours être même si t'as beau faire le plus possible pour pas qu'il apparaisse, il va toujours avoir une petite teinte de ça. C'est impossible d'enlever. Alors, on peut jamais avoir accès à l'objectivité. Ça veut pas dire qu'on peut pas viser à tendre vers ça. C'est une façon qu'on peut le faire. Ben, si tu demandes à 500 personnes de toutes observer la même chose, puis 498 de ces personnes-là arrivent à la même conclusion, tu peux pas affirmer, tu peux pas dire avec certitude, bon ben ça c'est une conclusion objective, mais tu peux dire que parmi toutes les personnes qui l'ont observé, l'énorme majorité sont arrivées à la même conclusion. Alors, on est peut-être proche. Mais même là, on est proche d'une interprétation humaine commune de la chose et pas vraiment de la chose objective elle-même. Alors, l'objectivité, on peut la viser, mais on peut jamais l'atteindre. On ne devrait pas essayer de l'atteindre non plus. Après ça, tu as la neutralité, qui est un concept différent, connecté, mais différent. La neutralité, ça veut dire que tu n'as pas d'intérêt dans le résultat d'une décision. Alors, quand on dit, par exemple, qu'un pays est neutre par rapport à la guerre, ça veut dire qu'il n'est pas impliqué, et puis peu importe qui gagne, ce pays-là, ça ne l'intéresse pas. La Suisse, pendant la Deuxième Guerre mondiale, était neutre. Puis elle était réellement neutre. Elle tenait l'argent de tout le monde. Peu importe qui gagnait, elle continuait à être le banquier du monde. Alors, dans ce cas-là, tu peux être neutre par rapport à quelque chose. Mais pour être neutre, il faut que tu sois assez reculé. Alors, c'est vraiment tough vivre dans une société puis être neutre par rapport à une question sociale. Puis c'est vraiment tough pour un journaliste aussi, parce que je veux dire, ce journaliste-là, il rentre chez lui, puis il est affecté par les mêmes réalités sociales que n'importe qui d'autre. Alors la neutralité, elle est possible, mais je pense pas que c'est le modèle qu'on devrait espérer par rapport aux médias, au journalisme en général. Le 3e élément, c'est l'impartialité. L'impartialité, ça, de ma compréhension, ça veut dire... Même si tu es un être humain, donc tu n'es pas objectif, et puis même si tu n'es pas neutre parce que tu vis dans la réalité de ce qui se passe, la décision pourrait t'affecter, tu n'es pas en train de faire un argument pour quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire que tu as l'esprit vide, mais tu as l'esprit ouvert. Puis je pense que c'est un peu, quand on parle de ces choses-là, on devrait viser l'impartialité et pas s'attendre à l'objectivité, pas s'attendre à la neutralité parce qu'ils ne sont pas possibles pour les journalistes. Je pense que peut-être un bon travail d'éducation populaire à faire là-dessus, puis je pense que c'est surtout aux institutions journalistiques à faire cette distinction-là, à expliquer au public qu'est-ce qu'ils veulent dire par la neutralité journalistique, l'objectivité journalistique. Ils utilisent ces mots-là de façon un peu interchangeable. Je pense que ça fait mal au débat. Alors, parler de c'est quoi l'impartialité, parler du fait qu'écoute, les journalistes sont comment pis toi, là? Tu peux pas vivre ta vie dans un monde où tu regardes constamment ce qui se passe autour de toi puis tu te formes pas d'opinion. Tu faut être un sociopathe pour ça, là. C'est pas possible. Mais c'est pas parce que tu te formes des opinions que tu es incapable de représenter ce que tu vois sans avoir l'intention de présenter un argument. Ça demande une discipline. Ça demande, je pense, une formation, puis ça demande peut-être d'autres gens pour te garder à l'intérieur des balises. Mais je pense que c'est possible, c'est ça qu'on devrait viser. Mais tu sais, quand tu dis avec l'impartialité, puis tu sais, ton explication, ta réflexion est intéressante là-dessus, tu sais. Mais je pense, tu sais, je me demande des fois, est-ce que l'exemple doit plus venir des médias, justement, tu sais, de donner l'exemple. Oui, c'est aux institutions journalistiques, c'est aux médias à faire ce travail-là. Puis aussi d'être capable de se remettre en question, tu sais, parce que des fois, là, en tout cas, c'est tellement rendu polarisant, là, maintenant, là, c'est difficile de... Tu sais, moi, j'essaie d'envie de parler à tout le monde, tu sais. La raison pourquoi tu es assis là, Calice, puis des fois, je vais aller parler à, je sais pas, à Frank Fournier de Yann et Frank, tu sais. Puis j'imagine, vous êtes un peu à l'opposé l'un de l'autre, mais Chris, moi, je trouve ça intéressant parce que les deux, je trouve, vous avez des réflexions qui me portent à
à sortir des fois de mes propres impressions à moi, puis de faire « Ah, j'ai pas vu ça de même, puis je trouve ça le fun. » Mais c'est ça, mais du point de vue journalistique, plus médiatique, des fois, c'est ça, on dirait que à seconde qu'on essaie de les inviter à se remettre en question, c'est comme si tu faisais « Hey, wow, là, tu te prends pour qui, toi, Chris? » Comme si maintenant... Puis tu sais, moi, je l'ai tout le temps dit, moi, je suis pas un média, je suis un gars dans son sous-sol, t'es quand même un peu un média, là, je veux dire. C'est pas moi qui va se définir de même, là, parce que moi, je le prends vraiment... Tu sais, j'essaie de faire des recherches, mais ça se peut qu'il y ait des erreurs, là, fait que, tu sais... t'es pas un journaliste. C'est ça. Ouais, mais ça t'empêche pas d'être un média de masse, mettons. Il y a plein de gens qui t'écoutent, là. Je sais pas. En tout cas, tu me flattes, là. Thank you, là, merci. Mais, en tout cas, ça fait que, des fois, c'est ça. Des fois, on est vu, on dirait, un peu de haut. Puis comme si tout ce qui sortait, maintenant, qui était fait dans un, je sais pas, dans un parallèle qui est plus alternatif, c'est comme si c'était vu de haut. Puis c'est comme si, des fois, eux ne pouvaient pas se remettre en question ou la simple suggestion de remise en question était déjà trop pour eux autres. Ouais, pour avoir observé un peu, là, puis je prétends pas être dans le secret des dieux là-dessus, là, on m'invite pas dans les salles de conseil d'administration pour décider leur stratégie ou rien. Je prétends pas avoir cette connaissance-là. Mais de ce que j'ai vu, c'est quand même un monde où il y a des gros égos, il y a des égos forts. Ouais, c'est ça. Et c'est pas toujours facile pour des égos forts de se faire remettre en question et d'accepter que, sans nécessairement accepter l'entièreté du blâme, ils ont peut-être une partie de la responsabilité. Puis ça, je veux être très, très charitable envers ces gens-là parce que c'est des gens qui ont un sens de la responsabilité qui est super développé. C'est des gens qui, ils vont pas... c'est pas des gens qui laissent aller les affaires. Quand je dis c'est des gros égos, mais parce ils sentent envers eux-mêmes un fort sentiment de responsabilité. Ce qui fait que c'est difficile, des fois, pour eux de demander de diviser la poire en deux puis de dire, OK, peut-être on reconnaît, là, il y a une partie de la perte de confiance du public qui vient de forces qui sont à l'extérieur de leur contrôle, qui vient de politiciens qui sont en train de les discréditer, qui vient de médias sociaux qui ont des algorithmes qui sont là pour leur faire compétition puis qui donnent l'impression que ce qu'ils font, c'est pas bon. Puis il y a plein de choses, il y a plein de raisons de cette perte de confiance-là qui sont à l'extérieur de leur contrôle. Mais il y a une partie de cette perte de confiance-là qui vient de raisons institutionnelles à l'intérieur de l'écosystème des médias institutionnels, des médias de référence. Et ça, dans mon expérience, la très grande majorité des journalistes le comprennent. Ils le savent, puis ils sont ouverts à avoir cette discussion-là. Ça devient difficile d'avoir cette discussion-là au niveau institutionnel pour plusieurs raisons. Je pense qu'une partie, c'est peut-être un peu des égos, des gens qui ont de la misère à reconnaître une responsabilité seulement partielle sans sentir qu'on les attaque dans l'entièreté, ce qui n'est pas le cas. Je pense qu'une partie de ça vient du fait qu'il y a peut-être un changement générationnel à faire. Pour les générations plus âgées, celles de nos parents, mettons, l'institution, c'était la gage de la confiance. Aujourd'hui, l'institution, c'est la gage de la méfiance pour les gens un peu plus jeunes. Ça n'a pas super bien transmis à travers les échelons, je pense. Et puis, il y a évidemment aussi, je pense, beaucoup d'émotions, de craintes, de gens qui ont dévoué leur vie à croire dans une façon de faire. Et non seulement à y croire, mais à croire que c'était la bonne et la meilleure façon de faire les choses. Et maintenant, on remet ça en question. C'est déstabilisant pour beaucoup de monde. Mais ils font des gros efforts. Il faut leur donner ça. Je pense que l'effort elle-même n'est pas suffisante. Il y a peut-être un travail à faire à diriger cet effort-là dans une direction qui est un peu plus ouverte. L'analogie que je donne des fois à certaines personnes quand je leur parle, c'est toujours des discussions super respectueuses, c'est t'as beau changer le menu de ton restaurant, si le public pense que ta cuisine n'est pas propre, ils vont pas plus rentrer. Non, c'est ça. Alors la chose à faire, c'est d'ouvrir les portes de ta cuisine. Dis au public, rentrez chez nous, regardez comment on fait ça à l'interne. Et puis après ça, le public choisira. Là. Mais tu sais, c'est ça, moi... Ben là, c'est sûr, c'est maintenant plus... moi, à chaque fois que je pointe du doigt, c'est tout le temps soit le sensationnalisme ou maintenant le côté biaisé. C'est pas tous les médias qui sont pareils là-dessus aussi. Je pense que des fois, ça fait mal au débat quand on parle des médias. On a l'impression qu'on met en groupe toutes sortes de groupes qui sont différents, qui ont des pratiques différentes. Mais moi, tu sais, j'ai jamais dit, puis je me suis jamais réjoui de la crise des médias, là, peut-être à une certaine échelle, mettons, pour espérer que ça les remet, ça les incite à se remettre en question, mais
Mais moi, j'ai tout le temps dit que le métier de journaliste, il est super important. Tu sais, puis je suis loin de toutes les mettre dans le même bateau, tu sais. Puis je suis conscient aussi du facteur humain, tu sais, que chacun a. Mais je crois que c'est crissement plus important des médias qui se remettent en question, qui avouent leur tort, puis c'est là, après ça, ensuite, c'est là que ça va inciter peut-être du monde à leur refaire confiance. Là, et puis, on a tellement besoin de pouvoir faire confiance et d'avoir confiance dans nos institutions. Mais c'est à eux de faire les preuves, par exemple. Ben oui, il faut que cette confiance-là se rebâtisse, puis ça se rebâtit. La solution, ça peut pas être que les médias disent au public, c'est de votre faute si vous ne croyez pas. Ben, c'est parce que moi, c'est l'impression que j'ai quand ils parlent de la campagne de désinformation. Des fois, j'ai cette impression-là aussi. Puis je veux toujours réitérer que j'ai énormément confiance dans les institutions journalistiques. Moi, je suis pas dans les 50% qui pensent que c'est ce qui se passe, c'est pas correct. Là, j'y crois, je leur fais confiance. Mais la confiance la perception compte autant que la réalité. Et j'ai des fois l'impression qu'ils mettent pas assez d'emphase à questionner pourquoi la perception est rendue où est-ce qu'elle est. Mm-hmm. C'est ça, là, on parle de médias. Là, j'ai pas eu le temps, d'habitude, je fais mes recherches, j'ai pas eu le temps d'aller retrouver la vidéo où tu parlais de la liberté d'expression, parce que Chris t'en fait tellement de cette vidéo, là, tabarnak. Mais j'aimerais ça te parler du projet de loi C9. Je sais pas si tu en as déjà parlé de ça. C'est dans le fond, c'est le projet de loi fédéral pour redéfinir la définition de la haine. Oui, le discours haineux. Ouais, c'est ça, le discours haineux. Fait que est-ce que tu as eu le temps de voir ça ou de lire un peu le projet? Ou... J'ai fait une capsule là-dessus. J'ai fait une vidéo sur redéfinir le code criminel qui va redéfinir c'est quoi le discours haineux. Il y a présentement une définition du discours haineux qui vient de la Cour suprême. C'est une interprétation. Par jurisprudence. Et, qui est claire aussi, est assez claire la définition, me semble. Elle s'est développée une clarté par le fait qu'elle a été appliquée à plusieurs reprises, puis il y a beaucoup de gens beaucoup de juges qui ont pris cette définition-là de la Cour suprême puis qui l'ont appliquée à plein de choses différentes, qui fait qu'on a présentement une assez bonne idée de c'est quoi du discours haineux au sens de la définition qui a été donnée par la Cour suprême. Vite de même, c'est quoi cette exacte définition-là? Mot pour mot, je ne l'ai pas en tête. Puis j'ai pas en tête non plus la définition qui est proposée par le projet de loi C9. Alors, je veux pas m'aventurer à dire c'est quoi les distinctions exactes. Il faudrait que je révise mes notes un peu là-dessus. Mais à ma lecture, la définition du discours haineux dans le projet de loi C9 va être un peu plus large. Pas énormément plus large, mais un peu plus large. Puis revu à la baisse. C'est ça. Alors, il y a potentiellement un peu plus de discours qui va être légalement considéré ou considérable comme du discours haineux. Ça, et peu importe quel gouvernement qu'il y a à ce moment-là, parce que c'est un peu ça le gros problème, c'est que là, ça peut devenir un outil supplémentaire au gouvernement qui va avoir pour, mettons, soit faire taire une critique, ou parce que qu'est-ce qui rentre à m'amener? C'est ça le gros problème de si tu redéfinis les définitions à la baisse, c'est que qu'est-ce qui devient haineux puis qu'est-ce qui le devient pas, tu sais? Est-ce qu'une manifestation peut devenir qui crie, je sais pas, envers un gouvernement? Est-ce que... Fait que c'est ça le gros problème, moi, je trouve, à partir de ça. Le travail va être à refaire par les tribunaux. C'est entièrement possible que les juges regardent la nouvelle définition puis disent ça veut dire exactement la même chose qu'avant, ils ont juste changé les mots un petit peu. Ça se peut, là. Puis si c'est le cas, ça fera pas un gros changement. Sinon, ça se peut que ça change aussi. T'sais, moi, je pense que la chose vraiment importante, ça va être, une fois que le projet de loi est adopté, il l'est peut-être déjà même, j'ai pas full suivi la chose. Ça va être de voir c'est quoi les premières interprétations par les juges de cette nouvelle définition-là et puis réagir en conséquence. Je comprends l'enjeu aussi parce que la définition qu'on a de la Cour suprême vient d'un temps où il n'y avait même pas les réseaux sociaux encore. Même pas, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait même pas Facebook. Alors, c'est sûr qu'une définition qui a été développée à une époque où la seule façon que tes paroles pouvaient rejoindre des millions de personnes, c'était à travers une petite poignée de main d'institutions, va avoir un contexte social assez différent qu'une définition qui doit être praticable dans une société où n'importe qui peut ramasser son téléphone et rejoindre des millions de personnes à 5 minutes d'avis. Je partage ton inconfort. J'ai hâte de voir les développements.
mais je comprends qu'il y avait peut-être un travail de mise à jour à faire aussi. OK. De modernisation un peu, là. Ouais, de modernisation, de réflexion de où est-ce qu'on est en tant que société, mais ça reste que, je veux dire, c'est super, super sensible commencer à jouer à ces choses-là pour les raisons que tu donnes. Et quitte à ce que, après les premières décisions des tribunaux, qu'on revisite la définition pour voir est-ce que c'est vraiment ça l'interprétation qu'on voulait faire ou pas. Puis il va y avoir l'opportunité de le faire. J'espère juste qu'il va y avoir la volonté politique de garder un œil là-dessus puis le faire aussi. Parce que, tu sais, c'est ça. Tu sais, on voit qu'est-ce qui se passe aussi en Angleterre, là, tu sais, où il y a plein de monde qui se font cogner à la porte parce qu'ils ont fait un statut Facebook qui plaît pas, v'là 3 ans. Là, ouais, puis ça s'est fait, ils appellent ça des wellness checks, mais ça se fait au Canada maintenant aussi, là. Ouais, c'est inquiétant, ça. Surtout que c'est des agents de la police qui le font. Ben, si c'était des travailleurs sociaux, ça serait déjà mieux. Là. Mais quand c'est quelqu'un qui est armé, qui cogne à ta porte en uniforme pour dire « Ah, j'ai vu ton post Facebook », comme ça s'est apparemment fait dans des posts en faveur aux manifestations des camionneurs, par exemple, pendant la pandémie, de ce que j'en comprends. Ouais, c'est pas le fun, ça. Il y a raison légitime de vouloir vérifier si tes voisins vont bien. Je peux quand même comprendre. Là, si toi, tu as un de tes chums qui commence du jour au lendemain à partager des choses qui ont vraiment pas de bon sens, ça se peut que tu ramasses le téléphone et tu dis « Hey, dude, t'es-tu correct, genre? » Mais je trouve que la loi... la police, mais je trouve que la loi l'encadrait déjà, tu sais, dans le sens incitation à la haine avec la première définition, là, tu sais. Puis tu peux pas menacer quelqu'un. Puis je pense, à rendu là, moi, je voudrais pas que quelqu'un ne puisse pas dire « Hey, j'aime pas Jer Alain. » Ben, moi, la définition actuelle, j'aime pas Jer Alain serait pas du discours haineux dans la nouvelle définition non plus. Là, elle est pas large à ce point-là. Mais pourrait le faire, pourrait interpréter ça, maintenant. Tu remplaces Jer Alain par quelqu'un des minorités visibles, tu sais. Ouais, mais c'est sûr et certain qu'il rendrait ça là-dedans. Juste dire « Je n'aime pas tel groupe », on n'est pas dans le discours haineux, même avec la nouvelle définition. Encore une fois, je l'ai pas exactement mot pour mot dans la tête, mais je me souviens que c'est pas aussi large que ça. Là. On peut continuer à exprimer un désaccord avec des gens, on peut continuer à exprimer qu'on n'aime pas un groupe particulier. Il faut juste pas se rendre à un seuil qui est quand même encore plus élevé que ça. Là. Ouais. Ben, en tout cas, moi, ça serait un peu ma crainte là-dedans, parce que c'est sûr que là, tu vois qu'il peut y avoir plein de dérives potentielles. Puis aussi, surtout aussi l'affaire, c'est que ben là, ceux-là non plus, je les ai pas tant suivis, mais rajoute là-dedans, tu sais, d'autres projets de loi qui ont comme C2, C8, je pense C15 aussi, où ce que là, tu te rends compte que leur but, c'est à travers, je pense, les télécommunications ou avec les agents comment on appelle ça, de Poste Canada, où ce qu'ils peuvent rentrer en backdoor, soit sans mandat de juge, checker maintenant. Ouais, ils peuvent ouvrir notre courrier maintenant. C'est ça, sans un juge. Tu sais, moi, je pense que c'est quand même bon avant, c'était les paquets, là. Je veux dire, il y avait le droit d'ouvrir des paquets. Maintenant, ça va être des lettres individuelles. Là. C'est sûr que oui. Mais c'est ça. Mais tu sais, et puis le gros problème là-dedans, c'est sans un mandat de juge. Tu sais, parce que je pense que justement, le contre-pouvoir du juge était très important là-dedans. Fait que là, c'est sûr, ils pourraient fouiller là-dedans. Ils pourraient fouiller, je sais pas, à travers, parce que là, le problème que ça pourrait mettre aussi, celle avec les télécommunications, je pense que ça, c'est celle de C8. Ils ont des backdoors ou potentiellement des backdoors secrets dans toutes les formes de communication électronique. Ouais, j'ai fait une capsule là-dessus aussi. Là. Oui, ça m'inquiète, tout ça, c'est ça. Fait que moi, ça fait peur, tu sais, parce que là, bon, c'est les libéraux qui sont là, mais on va dire, je sais pas, un gouvernement conservateur, puis là, c'est peu importe le parti, ça reste que, est-ce que tu as confiance dans chaque agent de la police à travers le pays aussi? Parce que, tu sais, ils ont tous potentiellement accès à des pouvoirs du genre. C'est pas chaque agent de police, mais il y a une grosse fonction publique de gens qui vont potentiellement avoir ces pouvoirs-là. Est-ce que tu fais confiance à chacun individuellement entre eux aussi? Il faut se poser la question. Ben oui. Puis tu veux-tu vraiment leur donner ces outils-là entre leurs mains, là, tu sais? Moi, c'est surtout ça le problème. Parce que là, pourquoi je dis que, tu sais... que là, c'est parce que c'est un gouvernement libéral, mais c'est parce que il y en a bien qui font comme « c'est pas grave, ils ont juste à faire attention, puis s'ils n'ont rien à cacher, ils n'ont rien à... » Ça, c'est la pire phrase. Si t'as rien à cacher, t'as pas à avoir peur de quoi que ce soit. Mais tu sais, prenons le temps pour parler pourquoi c'est une mauvaise phrase. Parce qu'il y a plein des gens qui vont dire ça, puis qui croient, puis après ça, tu leur dis « non, ça n'a pas de bon sens », puis ils n'ont pas compris pourquoi c'est mauvais. Peut-être que moi, j'ai rien à cacher. Mais moi, j'ai de la famille que j'aime beaucoup.
Moi, là, je ferais n'importe quoi pour protéger ma famille. Même si moi, j'ai rien à cacher, est-ce que je peux garantir que tous les membres de ma famille ont rien à cacher? Si quelqu'un apprend quelque chose sur ton frère, je sais pas si c'est ton frère, mettons, là, sur un membre de ta famille, quelqu'un qui est très proche de toi, parce que cette personne-là, dans le passé, a fait une erreur de jeunesse quelconque, apprend ça, puis là, commence à faire du chantage contre cette personne-là. Bon, ben, tu peux te dire que c'est son problème à eux. Je te dirais que peut-être un peu sans cœur si c'est le cas. Mais si après ça, un agent du gouvernement vient me voir et dire « Hey, moi, j'ai appris telle affaire sur ton cousin. Puis écoute, ça va y ruiner la vie, il va aller en prison si je sors ça. » Fait que soit tu fais ce que je te dis, ou ben ton cousin s'en va en prison. Mm-hmm. Moi, j'ai rien à cacher, là. Ouais. Moi, j'ai rien fait de mal. Mais parce que j'ai des relations humaines exploitables, dès que quelqu'un a quelque chose à cacher, on est tous vulnérables. Ben oui. Puis c'est ça, puis en plus, le droit à la vie privée. Aussi, oui. Fait qu'à la seconde, mettons, je sais pas, là, tu vas avoir des informations sur ton adversaire politique. Ben c'est facile après d'aller pouvoir le faire changer. Puis tu sais, ça, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, je l'ai entendu dans un podcast d'un philosophe quand même bien écouté en France, mais j'ai pas réussi à le reconfirmer avec une recherche que j'ai faite. Mais lui, il disait que la phrase « si t'as rien à cacher », c'est quoi le problème? Là, il n'y a pas de problème si t'as rien à cacher. C'est Joseph Goebbels, un des premiers qui aurait dit ça. Le gars qui était à la tête du ministère de la propagande. J'ai l'impression que le sentiment est probablement aussi vieux que le monde, là, mais je serais pas surpris que ce soit un sentiment qui ressort. Exercice le fun. Si t'as rien à cacher, si t'as rien à pas de problème. Dès que quelqu'un dit ça, OK, donne-moi ton adresse. Ouais, c'est ça. Donne-moi ton compte en banque. C'est ça. Ben quoi, t'as rien à cacher, genre? On va les fouiller. C'est quoi donne-moi ton numéro d'assurance sociale, si t'as rien à cacher. C'est qui ton médecin? Donne-moi tous tes registres médicaux. T'as rien à cacher. On le comprend tous intuitivement que c'est normal, sans savoir rien à se reprocher, c'est normal d'avoir des choses qu'on veut garder pour nous. Mais oui. Puis on n'a pas besoin de le justifier. Non plus, c'est ça. T'imagines-tu, si je te demande, peux-tu me donner tes dossiers médicaux, puis tu me dis non, puis je te dis, ben voyons non, pourquoi? C'est quoi, t'as-tu de quoi cacher? T'as-tu de quoi cacher? C'est comment non, c'est pas de mes affaires. C'est normal pour un être humain sain d'esprit, qui respecte les lois, qui agit correctement, de vouloir garder certaines informations sur sa vie privée. Puis là, je vais être comme, j'ai une gonorrhée grimpante. OK. Ben merci. Ben c'est ça, je trouve le fun, tu sais, parce que on dirait que le monde ne catch pas ça, puis ils sont tellement polarisants, puis là, tu sais, ça n'a pas comme tant rapport à ce qu'on dit, mais je parle avec plein de monde de tous les spectres de politique possibles, puis il y a quand même des points en commun que vous avez tous en commun. Oui, généralement. C'est assez rare. 2 personnes qui sont d'accord sur absolument rien. C'est aussi rare que 2 personnes qui sont d'accord sur absolument tout. Ouais. Ça arrive à peu près pas. Puis là, on est tout le temps en train, tu sais, de se diaboliser, tout ça. Puis en tout cas, c'est un de mes plus gros constats, là, c'est qu'à quel point on a beaucoup plus en commun, malgré à des différences près. Je suis pas tout le temps d'accord avec tout ce que tu dis. Puis j'imagine tous la même affaire avec moi. Mais ça fait que on a du fun. Puis en tout cas, j'imagine ceux qui te voyaient comme, je sais-tu, le woke en chef, ben... j'en remets encore des commentaires du genre, c'est correct. Là. Non, mais il doit faire comme... En tout cas, j'espère. Il doit faire comme, il est moins pire que je pensais. Finalement, peut-être c'est mes impressions. Ben, j'espère au moins qu'il écoute ce que je dis, au lieu de arrêter de m'écouter parce que je suis un woke. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a qui font ça aussi, genre, c'est drôle. J'étais à l'Assemblée nationale hier où je parlais de le gouvernement du Québec qui est en train de proposer un projet de loi qui ferait une constitution. Tu sais, j'étais en train de dire... Ce que je disais essentiellement, c'est je crois qu'une constitution qui est l'entente entre un peuple et son gouvernement pour savoir quoi les pouvoirs du gouvernement, ça doit venir du peuple, ça peut pas venir du gouvernement. Ouais. Puis j'ai fait ça, puis ça a été publié il y a quelques heures, puis j'ai vu un commentaire qui disait encore une fois les woke au pouvoir. Mais je trouvais ça drôle parce qu'il y a 2 jours avant, c'était Éric Duhem qui était à l'Assemblée nationale qui disait essentiellement la même chose. Alors, soit Éric Duhem est rendu un woke en chef, ou il y a quelqu'un qui écoutait pas ce que je disais. Mais moi, ça me fait rire, parce que, tu sais, je me fais traiter de... En tout cas, récemment, je me fais traiter soit de nazi ou soit de woke. Tu sais, je suis comme, mais j'imagine, je dois bien faire ma job. Ouais. Non, mais là, après ça, tu reçois des espèces d'insultes qui ramassent espèce de woke nazi communiste, parce que ça, c'est 3 idéologies qui sont totalement... non, il y en a plus. C'est ça, tu sais, ça marche pas, là. Ben, j'aimerais ça savoir, qu'est-ce que t'en penses de ça, tu sais, parce que là, ça arrive souvent, là, tu sais, puis pas à moi, là, mais on le voit beaucoup dans le discours public.
tu sais, ces raccourcis-là, là, puis c'est même pas un argument, c'est vraiment juste... Il y a bien du monde qui traite nazi, woke, ben c'est ça, nazi, extrême droite, fasciste, à n'importe qui, tu sais, qui pense pas comme lui ou de quoi de même. Tu sais, toi, qu'est-ce que ça te dit de voir ça aller? La première chose que moi, je me souviens toujours, c'est que toi puis moi, on est dans une position qui est quand même relativement chanceuse. Il y a personne qui remet notre droit d'exister en question. Pas jusqu'à encore. Pas là, encore. Mais... Non, mais je veux dire... Je sais que ça va s'en venir dans Mais tu sais, je veux dire, il existe nulle part sur Terre des mouvements politiques qui veulent prendre le pouvoir et qui ont une réelle chance de prendre le pouvoir qui refusent de reconnaître notre droit d'exister. Comme on est, comme on veut vivre notre vie librement à notre façon. Il y a des gens qui font face à ça. Puis je peux comprendre que pour eux, ils entendent ces discours-là, puis ils le ressentent comme une menace existentielle. Puis une menace existentielle, c'est pas quelque chose de théorique, c'est pas quelque chose qu'on peut intellectualiser. Une menace existentielle, c'est quand quelqu'un est en train de te dire « tu ne devrais pas exister ». Émotionnellement, on est des êtres, on est des animaux sociaux, on est conçus pour toujours vouloir vivre à l'intérieur d'une communauté, puis on sait que si la communauté nous rejette, on meurt. Parce que pendant des centaines de milliers d'années, c'était ça la réalité des humains. Alors, l'idée qu'une politique du genre pourrait prendre le pouvoir est vécue par les gens qui sont victimes de cette possibilité-là comme une menace à leur vie, émotionnellement. Intellectuellement, c'est pas le cas, mais on est des êtres émotifs aussi. Alors, je peux comprendre qu'il y ait des gens pour qui c'est peut-être un peu moins évident, puis pour qui c'est pas tout à fait satisfaisant de se faire dire, ben là, relax, là, tu sais, intellectualise la chose, pense à la chose. Non, il faut les écouter. Ça enlève pas le devoir d'écouter, mais ça rajoute, je pense, une couche de compassion qu'on a besoin d'avoir pour à peu près tout le monde impliqué là-dedans. L'autre chose qui me fait peur un peu, c'est que, tu sais, par exemple, souvent, le mot raciste est vu comme une insulte. C'est vrai qu'il existe bien des gens qui utilisent le mot raciste juste comme une façon de te fermer la gueule. Puis ça, c'est vraiment pas correct, c'est à proscrire. Mais il y a des racistes dans le monde aussi. Puis si on n'est plus capable de dire le mot raciste, parce que partout dans le monde ou parce que quand on a un narratif dominant que c'est juste une insulte, que c'est juste une façon de fermer la gueule de quelqu'un, si on n'est plus capable d'utiliser le mot, on n'est plus capable d'identifier la chose quand elle existe pour de vrai. Mais ça, je pense que c'est la conséquence de justement l'utiliser à tort à travers. Là. C'est comme crier au loup. Si tu le fais trop souvent, quand il y a réellement un loup, tu n'es pas capable de le faire. Puis ça, j'ai de la misère avec ça parce que nous vivons un monde présentement où oui, on commence à ressentir des brides, des odeurs de fascisme qui revient. On n'est pas dans un full fascisme à les années 30-40 du dernier siècle, mais il y a une certaine remontée des façons de parler, d'un discours de renaissance nationaliste qui base l'identité nationale de façon identitaire, et d'utiliser ça comme justification pour centraliser le pouvoir entre quelques mains de gens qui travaillent pour le bien du peuple contre toutes les institutions, les contre-pouvoirs qui sont tous devenus corrompus. T'sais, on commence à voir ce discours-là. Et si on n'est pas capable de l'identifier avec les bons mots, les mots corrects, on n'est pas capable de sonner l'alarme, on n'est pas capable de résister. Alors, il ne faut pas commencer à utiliser le mot chaque fois que quelqu'un dit quelque chose qu'on n'aime pas. C'est pas parce que je suis pas d'accord avec quelqu'un que c'est un autoritaire. C'est pas parce que je suis pas d'accord avec quelqu'un que c'est un nazi, c'est un fasciste. Mais il faut se garder le droit d'utiliser ces mots-là pour correctement identifier les mouvements quand ils commencent. Parce que c'est pas quand ils sont rendus au pouvoir que c'est le temps de commencer à utiliser les mots. Là. Mais moi aussi que j'ai un problème un peu plus avec ton discours. Puis je suis d'accord aussi avec le fait que, effectivement, c'est ça, il faut faire attention aux mots qu'on étudie. Qu'on dit pour pouvoir justement pas les rendre galvaudés, là, tu sais. Puis aussi, je suis très d'accord avec le fait qu'il faut rester alerte pour pas que justement qu'un totalitarisme revienne. Tu sais, puis il faut être quand même capable de voir les bribes qui commencent à, des fois, se voir ici et là, tu sais, même si c'est au début. Mais tu trouves pas que c'est un peu exagéré, par exemple, de parler de fascisme juste sur des traits qui sont un peu similaires à, tu sais. Parce que moi, c'est un peu là que ma tante, on me perd. Ouais. Parce que je trouve, des fois, c'est des mots qui sont... Tu sais, ma tante, juste écouter Frédéric Bérard, tu sais, qui l'utilise abondamment, là, puis tout le temps, tu sais. Puis qu'est-ce que je trouve de plate là-dedans, c'est que je pense qu'il y a des bons points dans ce qu'il dit, tu sais. Genre, ma tante... mais c'est de l'associer au fascisme...
on dirait qu'il minimise c'est quoi le fascisme quand il fait ça. C'est ça, le danger, c'est justement que le mot devienne tellement chargé que tu peux pas l'utiliser sans que ce soit immédiatement à 100% d'intensité. Mais par leur faute. Oui, par la faute des gens qui l'ont tellement utilisé à n'importe quelle sauce que le public a perdu le sens de ce que ça vaut. Puis là, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est rappeler au public c'est quoi la définition technique du mot qui n'est pas utilisée par quelqu'un qui fait juste lancer un mot pour faire peur aux autres. T'sais. Le fascisme, c'est une façon de faire de la politique. Le fascisme, c'est l'idée que c'est une histoire qu'on vend au peuple pour que le peuple donne tout le pouvoir à un petit groupe de personnes. Puis cette histoire-là va toujours à peu près de la même façon. On a besoin d'une renaissance nationale parce que dans le passé, jamais très clair, nous étions un grand peuple, nous étions bons, nous étions super, mais on était tellement gentils qu'on a laissé les autres, puis les autres, ça peut être n'importe qui, ça peut être des gens qui ont une idéologie différente, des gens qui ont une couleur de peau différente, peu importe, mais on a laissé des gens qui n'étaient pas nous rentrer chez nous, et ces gens-là ont pris le contrôle de nos lois, de nos institutions, de toutes ces choses-là par des moyens non légitimes parce que nous qui étions tellement bons, on les a laissés aller parce qu'on était naïfs. Et maintenant, dans la société, toutes les institutions sont corrompues par cette force autre-là. Et la seule façon qu'on peut redevenir un grand peuple, c'est si vous me donnez tout le pouvoir pour que je puisse purger la corruption de toutes les institutions. Et nous redeviendrons de cette façon-là ce que nous avons toujours été naturellement, un grand peuple, un peuple fort, un peuple puissant, uni derrière une personne. Ça, c'est du discours fasciste. Mais tu trouves pas que tu mets trop de responsabilités sur le peuple, justement? Il est où la responsabilité, autrement? C'est parce que la première affaire qu'Hitler a faite, rendu au pouvoir, c'est d'enlever la démocratie. Il n'a pas demandé au peuple de le faire, il l'a juste pris. Hitler a été élu à l'intérieur des lois allemandes à l'époque. Hitler, quand il est rentré au pouvoir, c'était à l'intérieur des lois existantes. C'est pas le peuple qui a donné, c'est lui qui a enlevé le pouvoir au peuple de pouvoir se prononcer. Oui, mais c'est pas comme si Hitler était rentré avec un gun dans leur législature puis avait pris le pouvoir. Pas loin, parce qu'il y a quand même eu l'affaire de Troisième Reich qui a brûlé, le feu du Reichstag. Mais le feu du Reichstag, ça justement, c'est un élément c'est un outil de propagande. Ouais. Mais ça reste que la façon qui a mené à l'établissement du pouvoir d'Hitler, c'était entièrement à l'intérieur des lois allemandes à l'époque. Ça s'est fait de façon légale. Ça s'est fait de façon qui était à l'intérieur des lois que le peuple a consenti à son gouvernement, parce que chaque fois que le gouvernement demandait au peuple « j'ai besoin de ce nouveau pouvoir-là parce que », il était toujours prêt avec une réponse de nature fasciste, et le peuple l'accordait. Mais comment est-ce que le peuple peut l'accorder si tu enlèves le droit de voter? Tu demandes au peuple, tu vas voir le peuple et tu dis « Hey, finalement, là, écoute, déjà aujourd'hui, tu as un 30% des gens qui pensent que la démocratie, c'est pas bon. » Mais c'est parce que moi, qu'est-ce que j'aime pas avec ce discours-là, puis pas qu'est-ce que j'aime pas, c'est juste... Qu'est-ce qui me fait pas embarquer, c'est que où j'ai des réserves, un bémol, c'est que des fois, je trouve qu'on met trop de responsabilités sur le citoyen, comme s'il y avait, attention, tu as peut-être une part de fasciste qui dort en toi. Fait qu'il faut que tu sois conscient que... Mais en même temps, tu sais, dans la réalité, c'est pas même ça s'est passé. T'es pas une mauvaise personne si tu te laisses berner par un discours fasciste. Tu mérites pas qu'on te fouette puis qu'on te condamne, là. C'est juste, tu t'es fait avoir par un discours qui est conçu pour jouer sur tes émotions, généralement dans une situation où tu es déjà primé pour ça parce que tu vis une anxiété économique, parce que tu vis une anxiété sociale, parce que tu n'es pas sûr si tes enfants vont avoir une aussi bonne vie que toi. Puis là, quelqu'un arrive avec tout ça, toute cette anxiété-là, il est capable de la ramasser puis la rediriger vers quelque chose. Donc, tout le monde est susceptible de se faire manipuler. Tout le monde est susceptible à ça. Alors, c'est pour ça que, tu sais, moi, je suis d'accord avec toi, là, la solution, c'est pas de pointer du doigt des gens qui sont d'accord avec ce genre de mouvement-là puis de dire vous êtes des mauvaises personnes. C'est de leur parler, aller voir c'est quoi les anxiétés à la base qui font que ces gens-là sont prêts à aller voir un groupe qui dit la solution là, c'est de me donner tout le pouvoir à moi puis ça commence jamais en disant on va vous enlever le droit de vote. Ça commence en disant on va pas permettre au groupe d'opposition de faire une opposition qui s'éternise à jamais. Ça s'appelle un bâillon. Ça commence en disant les groupes qui contestent nos lois devant les tribunaux, ils sont contre nos lois, ils sont contraires à nos intérêts, alors on va pas permettre ça. Ça, c'est ce que le gouvernement est en train de faire présentement.
Et éventuellement, quand on a enlevé toutes ces autres formes d'expression citoyenne-là, c'est là que tu commences à dire, le problème avec donner le droit de vote à tout le monde, c'est qu'il y a bien des gens qui comprennent pas ce que toi, tu comprends, parce qu'eux, ils sont pas assez intelligents. Alors, la chose à faire, c'est fais-moi confiance, on va juste on va suspendre le vote le temps que je fasse le ménage, puis qu'on rééduque correctement tout le monde, puis après ça, inquiète-toi pas, je vais te le redonner. C'est jamais du jour au lendemain. C'est une chose, puis une autre chose, puis une autre chose, puis une autre chose. Et tant que les citoyens, le peuple, les gens qui ont réellement le dernier mot sont prêts à accepter chaque petit pas de plus, bien éventuellement, ça devient vraiment difficile de reculer. Mais tu trouves pas que c'est un peu exagéré faire le lien entre qu'est-ce que tu viens de dire? Maintenant, je sais pas, le gouvernement qui veut, je sais pas, limiter, on va dire, par la loi C2 le droit d'expression aux médecins, là, tu sais. Ouais. Puis à faire, attention, on est à 3-4 pas du fascisme. Non, on n'est pas... Encore une fois, comme je disais, le fascisme, c'est une façon de faire. Le fascisme, c'est pas une fin. Un peu de même, là, tu sais. Non, mais... Puis je t'accuse zéro de rien, là, je sais. Ouais. T'essayes de me l'expliquer du mieux que tu peux, tu sais. Puis moi, j'essaie de le comprendre aussi. Genre, imagine qu'on est... On vit présentement dans un endroit qu'on appelle une société libre et démocratique. Et il y a à 1000 pas de nous une société totalitaire. C'est pas parce que tu prends 3 pas sur 1000 vers la société totalitaire que tu es maintenant dans une société totalitaire. Mais ça m'empêchera pas de te dire, ouais, t'es sûr que tu veux marcher dans cette direction-là? Puis ça, c'est une nuance qui est tough à faire. Ouais. Parce que c'est tough, parce que quelqu'un qui a pris 1 ou 2 pas, peut-être sans le savoir, peut-être sans le réaliser, a l'impression que je suis en train de le traiter de fasciste, puis c'est pas ça que je suis en train de faire. Mais c'est difficile d'accepter une critique du genre, puis c'est surtout difficile de la faire d'une façon qui va être entendue par un autre. Puis là aussi, c'est un travail d'humanité, de compassion, d'écoute, qui n'est pas toujours facile, puis on n'est pas parfait personne. Ben moi, c'est que je pense que le message passerait plus si on parlait de démocratie, puis de transparence, puis que au lieu maintenant de tout de suite parler de fascisme, parce qu'on dirait, à cause que Donald Trump il est là, tu sais, le mot fasciste, il arrive tellement rapidement, là, puis tu fais, tabarnak, ça devient un peu le point Godwin, où ce que, genre, tout mène à Hitler. Ouais. Pis, ben c'est ça, c'est qu'il y a une classe politique qui a réalisé que c'est un raccourci super facile pour aller chercher de l'émotion, pour aller chercher de l'attention. Puis en plus, de monde crédible, là, que moi, je pense, c'est des personnes intelligentes, puis je trouve qu'ils se nuisent à eux-mêmes le plus. Tu sais, Ruba Gazal, à m'emmener dans l'élection partielle à Tabasco, je pense. En tout cas, c'était dans le coin de Victoriaville. Elle traitait Éric Duhem d'extrême droite, esti. J'étais comme, mais oui, c'est quoi? J'ai de la misère à dire que quelqu'un qui représente un groupe politique est allé chercher 15% du vote et de l'extrême droite. Ben, tu sais, je sais. En tout cas, moi, je trouve que tu perds en crédibilité faire ça. Est-ce que c'est de la droite? Moi, j'aime pas tant droite-gauche parce que je trouve que c'est des termes qui ont perdu un peu ce que ça veut dire. Mais tu sais, est-ce que c'est du conservatisme social? Un peu, pas tant, mais un peu, oui. Est-ce que c'est beaucoup aussi... du laisser-faire économique, très. Est-ce que c'est de l'extrême? Je pense pas. Ouais. Je suis peut-être pas d'accord avec ce qu'il propose. Je pense pas que c'est une bonne direction, mais je serais pas prêt à dire que c'est de l'extrême. Puis quand tu commences à dire que tout est de l'extrême, ben rien est de l'extrême. C'est ça le danger, là. C'est ce que tu dis, je pense. Ben c'est une façon aussi de faire taire le débat, là, tu sais. Ouais. C'est des étiquettes qu'on colle, puis là, après ça, tu deviens un peu un pestiféré dans, ouais, c'est ça. dans la société. Je t'ai collé une étiquette, toi, t'es un non parlable. Ouais. Ben, je veux dire, on devrait pas faire... Il existe des gens dans la société qui sont des non parlables. Il y en a très, 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 très peu. Et on ne devrait pas commencer à faire à étendre c'est qui qu'on considère un non-parlable, parce qu'éventuellement, le danger, c'est que si les non-parlables deviennent une assez grosse masse politique, ben, c'est eux qui prennent le pouvoir. Moi, tu sais, moi, c'était juste ça, un peu ma réflexion là-dessus. Mais c'est ça, tu sais, ça existe-tu, l'extrême droite? Je sais que tu n'aimes pas le terme, là, mais ça existe-tu au Québec? Tu sais, je prends la peine de poser la question. Oui, ça existe, mais ils n'ont aucun pouvoir politique actuel. Mais peux-tu me donner des exemples? Parce que moi... des groupes comme Atalante, des groupes qui veulent faire du Québec, qui font de l'ethno-nationalisme, qui veulent... c'est quoi, ça? De l'ethno-nationalisme, c'est être juste blanc, c'est ça? Tu sais, dans notre contexte, oui, de l'ethno-nationalisme, ça veut dire que pour être membre de la nation québécoise, le statut de membre de la nation, je dis québécoise, ça peut être n'importe quelle nation au monde pour faire de l'ethno-nationalisme, le statut de membre de la nation dépend de ton ethnie.
Alors, autrement dit... Ben là, on se rapproche à Hitler, Ben oui, avec exactement. son eugénisme. Ça, c'était de l'ethno-nationalisme. Ben oui, la race pure, le nazisme, c'est de l'ethno-nationalisme à son plus pur. Contre Là. ça, Oh, ouais. voyons. OK. Fait qu'il y en a... Ben, pour vrai... Il y en a des groupuscules, là, mais ils ont quelques centaines de membres, puis ils ont des groupes Facebook où ils prennent des photos un peu weird, puis une fois de temps en temps, ils font des manifestations, puis tout le monde les regarde, puis les condamne. Ça existe, mais je crois pas qu'il y a des mouvements politiques viables au Québec qui sont de ce qu'on qualifierait ailleurs d'extrême droite. Mais j'ai une autre question, je sais pas si ça va... T'sais, encore une fois, si t'es à l'aise ou non, mais j'aurais aimé ça savoir comment que tu vois l'assassinat de Charlie Kirk. Comment je suis contre le meurtre. Là. Ouais, c'est ça. Non, mais comment t'as vécu ça, de l'intérieur? Comment tu vois ça, maintenant, de façon... est-ce que c'est un meurtre politique? Est-ce que... c'est ça, c'est quoi ta réaction là-dessus? Je sais pas c'était quoi les motivations du tireur. Je ne peux que spéculer. Puis soyons clairs, c'est de la spéculation. Puis je pense qu'une grosse partie du problème vient du fait qu'on a l'impression que la spéculation de quelqu'un devient notre problème. Là. Alors, je ne sais pas. Je pense... Tout ce que je peux vraiment dire, c'est je crois pas qu'il aurait dû être tué. Je pense pas qu'il méritait la mort. Puis même s'il méritait la mort, c'est pas un tireur seul qui agit par lui-même qui est prêt à le faire. Là. Moi, je suis contre la peine de mort à la base, mais si on existe dans un État où la peine de mort existe, comme aux États-Unis, il faut que ce soit fait de façon à l'intérieur des lois aussi. Alors, c'est ça, c'est une espèce de non-réponse, je réalise, mais c'est que j'ai comme l'impression que tout le reste de l'ampleur que ça a pris est basé sur de la spéculation, puis des gens qui disent, ben ça veut dire ça. Mais c'est des liens qui sont un peu pas faciles à faire. Tu sais, je peux dire que ça a été une semaine tough pour à peu près tout le monde qui était sur les médias sociaux, je pense. Ben oui, même moi. On l'a tous vécu tough. Là. On l'a tous vécu rough pour plein de raisons différentes. Je veux dire, je sais pas pour toi, mais moi, j'en reçois là, des messages hostiles, pas le fun, sur le bord d'être des menaces. Puis je veux dire, des fois, je fais des capsules, des vidéos où quelqu'un qui suit de façon très assidue pourrait savoir où est-ce que je suis, genre. Alors, c'est sûr que c'est pas le fun, ça. Alors, ça a été, je pense, une semaine très émotive pour beaucoup de gens, mais je pense que c'est beaucoup de gens qui ont peut-être projeté leur spéculation sur la réalité, puis on a peut-être tous eu besoin de... On aurait peut-être dû tous prendre un petit break pendant cette semaine-là, je pense. Les 2 semaines qui ont suivi, on s'est plus fait de tort que de bien pendant cette semaine-là. Qu'est-ce que tu penses des gens qui disaient, oui, il n'aurait pas dû être mort, mais... Puis là, après ça, il est quasiment en train de légitimer sa mort. Là, on peut critiquer quelqu'un qui vient de mourir sans que ce soit une acceptation ou même un endossement de sa mort, je pense. Mais il y en a, c'était pas ça, tu sais. Comme il critiquait pas à personne, c'est quasiment que s'il légitimait dans le sens genre il a un peu couru après, tu sais, ça se résumait un peu à ça, il aurait pas dû être tué mais en même temps il a un peu couru après. Je trouve pas que c'est c'est ça, je pense pas que c'est sain pour une société de penser de même. Puis peu importe t'es où tu te situes là, tu sais, à gauche, à droite, conservateur, libéral, peu importe là, tu sais, je pense pas que c'est sain pour une société de... J'ai pas vu un mouvement dominant dans la société de gens qui légitimaient sa mort. Non, moi non plus, mais par exemple, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Les individus qui ont fait ça, on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus qu'ils le sont vraiment parce que les médias sociaux ont un effet amplificateur des voix marginales. Les individus qui ont fait ça, je les laisse avec leur conscience. OK, juste ça. Juste ça. Okay, je pensais que t'étais en train de réfléchir. C'est entre eux et leur conscience, ce qu'ils ont décidé de faire et de dire dans le moment. Puis ils ne représentent pas le point de vue dominant qui s'est développé très rapidement par la suite. Et à chacun à vivre avec sa conscience de la façon qu'ils ont réagi. Puis je condamne personne. Des erreurs, ça se fait. Des dérapages, ça se fait. C'est à chacun à voir s'ils étaient confortables encore aujourd'hui avec ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont dit à l'époque et à décider par eux-mêmes s'ils voudraient changer leur comportement ou pas. Puis je laisse ça à eux et leur conscience. Je ne juge pas. Ça a été une semaine très difficile pour beaucoup de gens. Ouais. Tu sais, parce que je sais pas si je peux faire un lien, mais il y avait une vidéo, tu sais, quand tu parlais de Alex Pretty, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, si je peux lire, tu sais, le but, ce n'est pas de faire un argument rationnel, mais de miner
votre sympathie à la victime pour donner une impression qu'en quelque part, il l'a un peu cherché. C'est peut-être sa faute si ce qui lui est arrivé. Ouais. Fait que ça me fait un peu penser à je pense qu'il y a une Charlie distinction Kirk, à faire avec la situation d'Alex Pretty et la situation de Charlie Kirk, qui est qu'Alex Pretty n'était pas une personnalité publique. Alex Pretty s'est pas volontairement mis devant le public à proposer certaines idéologies, certains points de vue. Alors, quand on mine sa crédibilité à lui, on le mine sur des choses qui étaient personnelles et individuelles à cette personne-là, qui ne voulait pas projeter dans le public. Il y a une distinction à faire là. Mais ça reste que il est légitime de critiquer quelqu'un, même quand il est mort. Et on est capable de faire la part des choses. C'est possible de dire ce qui est arrivé à cette personne-là n'était pas correct et cette personne-là n'était pas correcte en même temps. Mais moi, c'est pour ça que j'étais d'accord avec toi sur l'affaire d'Alex Pretty, parce que c'est vrai que je trouve, peu importe c'est qui, on devrait pas se réjouir de sa mort ou, mettons, de tenter à faire comme, ben là, il y avait un gun. Pourquoi? De un, c'est une autre culture, les États-Unis. Il avait le droit d'avoir un gun. Il n'y a rien, dans les standards de sa culture à lui, il n'y a rien fait de mal. Ben c'est ça, c'est parce que pour moi, si c'était au Canada, c'est sûr, je ferais, ben qu'est-ce que tu fais avec un gun? Tu vois, moi, mon analyse ne changerait pas pantoute. Même si c'était au Canada. Écoute, même si au Canada, c'est illégal. Mais c'est quoi la sentence d'avoir un gun? C'est pas la peine de mort. Excuse, non, c'est vrai. Non, mais tu sais, il méritait quand même pas de se faire gonner. Même s'il était au Canada, puis il était pas ça que je suis en train de dire. Mais je parle manifester avec un gun aux États-Unis, puis au Canada. C'est pas la même affaire. Là, mais même s'il était au Canada, si jamais ça arrive un jour qu'il y a un manifestant qui se fait tuer dans des conditions suffisamment comparables à celles d'Alex Pretty, qui était au Canada et qui avait une arme illégale, ça change pas mon analyse. S'il y avait une arme s'il a sorti son arme illégale pour le pointer à quelqu'un, là, ça change la donne. Mais de ce que moi j'ai vu, puis je l'ai regardé parce que je voulais être vraiment sûr de ce que je disais, je n'ai pas vu Alex Pretty faire quoi que ce soit de menace à qui que ce soit avec son gun. Alors, à partir de ce moment-là, la question c'est, ce que fait c'est peut-être illégal? Oui. Est-ce que c'était légitime de le tuer? Non. Ouais. Puis tu trouves pas qu'il y a un comparatif avec Charlie Kirk? Lui, il fait juste débattre dans des universités. Il n'y a pas d'armes, il n'y a pas... Il y a un comparatif à faire dans la mesure où c'est deux situations où tu peux condamner l'individu ou pas et trouver que sa mort était justifiée ou pas. Puis ça, c'est deux choses complètement séparées. À part de ça, je trouve pas qu'il y a tant de parallèles que ça entre les deux situations. OK. Ben, c'est peut-être juste moi aussi, là, tu sais. Puis là, on va arrêter de parler des sujets plus sensibles, là. Mais il y a de quoi que tu as parlé, puis en plus, ça venait avec... tu parlais de... Je pense que tu faisais référence à un journaliste de Radio-Canada, que j'étais tellement d'accord avec vous autres. Tu sais, est-ce qu'on parle trop des États-Unis? Oui. On est en train de le faire encore. Qu'on en parle. Encore une fois, je dissocie deux choses. Trop parler des États-Unis et comment on parle des États-Unis. Ben c'est ça. Parce que dans ta deuxième vidéo, à un moment donné, c'est ça puis c'est là que tu dis ça, justement. T'sais. Est-ce que c'est pas tant est-ce qu'on en parle trop, mais de comment on en parle et de la façon, tu sais. Fait que... parce que tu disais aussi que, tu sais, ça finit par être un peu... comment tu nous avais sorti ça? Une espèce d'osmose culturelle. culturelle ça, il faut que j'arrête d'utiliser ce mot-là parce que ça porte à confusion sur certaines personnes. Puis t'importes les problèmes culturels qui sont pas à nous. Parce que c'est vrai, on n'est pas les États-Unis. Mais on importe la culture des États-Unis sous plein de formes. Alors, à quelque part, si on importe la culture des États-Unis, il faut qu'on assume que peut-être qu'on importe leurs problèmes aussi. Et si on importe leurs problèmes, peut-être que c'est légitime de regarder qu'est-ce qu'eux développent comme solution à ça. Mais ouais, le danger, je pense, c'est quelque chose qu'on fait tous, c'est justement qu'on importe leur culture comme si c'était la nôtre. Mais ce processus-là, il existe. Dans un monde idéal, il n'existerait pas, mais il existe. Alors après ça, est-ce que tu te prives de toutes les analyses possibles parce que tu veux pas faire de l'importation? Est-ce que tu te mets la tête dans le sable du fait qu'on fait de l'importation? Ou quand je dis la façon qu'on en parle, et peut-être plus le problème que la quantité qu'on en parle, c'est qu'on en parle comme si on était des États-Unis. On en parle comme si on vivait aux États-Unis. On en parle comme si leur politique, c'était notre politique. Quand on devrait en parler comme des gens à l'extérieur qui vont subir leurs décisions, pas comme des gens à l'intérieur qui peuvent débattre du bien fondé ou pas de leurs décisions.
OK, c'est ça que tu voulais dire, plus par la manière et non par la quantité. C'est souvent, par exemple, on va avoir des débats au Québec, puis ça, surtout sur les médias sociaux, des débats de gens qui disent qui devrait être le président des États-Unis. Mais ils en parlent comme s'il allait avoir le droit de vote. Ouais. Mais tel candidat est clairement meilleur pour le pays. Hey, tu t'en fous, t'es pas à leur pays. Toi, tu vas subir les résultats de la politique étrangère de ce pays-là et c'est tout. Regarde ton focus là-dessus. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas mal plus ça qui compte. Moi, je suis bien plus Kamala. Moi, je suis Trump. Ouais, mais vous êtes aucun des deux. À moins que tu aies le droit de vote, là, ta position ne veut rien dire. À moins que tu aies le droit de vote ou que tu aies une capacité d'influencer quelqu'un qui a le droit de vote, là, que toi, tu sois plus Kamala ou Trump, m'en fous. Ça ne change strictement rien à ta vie, puis à quelque part, tu es en train de gaspiller tes énergies d'attention quand il devrait plutôt être à OK, ben c'est quoi les politiques de chacun par rapport au Canada? C'est quoi, aujourd'hui, tu sais, tout à l'heure, je pense que j'ai parlé un peu de QS, là, tu sais, c'est quoi les problèmes de la gauche en ce moment, là? Tu sais, pourquoi qu'elle monte pas dans les... Mais encore une fois, moi droite-gauche, j'embarque pas tant là-dedans. C'est vrai, oui, c'est ça. Mais c'est ça je pense que ce que tu veux dire, c'est, disons, les mouvements collectivistes progressistes. Les mouvements qui préféraient que notre emphase sociale aille plus dans la direction du bien-être collectif et le fasse de façon... qui s'identifie comme avançant vers une justice sociale toujours plus grande. Est-ce que c'est un peu ça que tu veux dire par la gauche? Ouais, j'ai l'impression un peu, tu sais. Je pense qu'une des grosses difficultés de ce groupe social-là présentement, c'est qu'il est il y a des voix dominantes encore, des voix très fortes à l'intérieur de ce groupe-là qui sont plus dans l'exclusion que dans l'inclusion. C'est une des grosses différences, par exemple, quand tu as les mouvements conservateurs, identitaires, ce qu'on appelle souvent la droite, ces groupes-là sont très bons à recruter parce que ce qu'ils vont faire, dès qu'ils identifient un point d'accord avec quelqu'un, t'es 1% d'accord avec nous, ouais, t'es un des nôtres, on est d'accord avec toi là-dessus, viens-t'en chez nous, tu fais partie des nôtres. Oui, on a d'autres points de désaccord, mais c'est pas grave, embarque, t'es avec nous, on va après ça régler le reste. Les mouvements, plutôt, je dirais, de revendication collectiviste et progressiste ont encore, pas exclusivement, mais ils ont encore des voix qui sont très axées dans l'exclusion. Dès qu'ils ont un point de désaccord, ils vont dire, t'es pas vraiment un des nôtres. Ouais, OK, on est d'accord sur 80% des choses, mais l'autre, t'es pas d'accord avec nous là-dessus, t'es pas un vrai, t'es pas vraiment avec nous. Ce qui fait que pour quelqu'un qui voudrait tendre vers ce mouvement-là, il va rapidement se heurter à des gens qui disent « Ah ouais, mais t'es pas 100% avec nous là-dessus, t'es pas 100% avec moi là-dessus. » Ça fait non, c'est toi le problème. Puis pendant ce temps, il se vire de bord vers ce qu'on appelle communément la droite, qui de la droite, on dit « Oui, on a un point d'accord. On n'est pas d'accord sur 99%, mais on est d'accord sur 1%. T'es avec nous, viens-t'en avec nous. On va te radicaliser par la suite. » Et c'est un peu pour ça, je pense, que présentement, on vit le déséquilibre. Sauf pas que radicaliser, c'est un peu fort, par exemple. Non, je pense pas. Tu penses, je pense pas que le PQ ou... Non, je pense, quand je parle... même les conservateurs, je parle pas de ça, là. Je parle de groupes radicaux, mettons. OK. Et non politiques, là? Non politique. OK. Parce que moi, je me sens exactement comme question de dire, parce que moi, je suis quelqu'un que je pense... l'éducation, ça devrait être public. La santé, ça devrait être public. Mais mieux encadré, puis avec des contre-pouvoirs, puis rendre des comptes, plus d'imputabilité, puis tout ça. Fait que pas juste écouter mon affaire publique, là, mais aussi très, très écologique. Là. Moi, l'environnement, c'est super important, mais pas de cette manière-là. On force pas les gens... En tout cas, moi, c'est mon opinion. On ne force pas les gens à embarquer dans de quoi qu'ils veulent pas embarquer parce que leur réflexe, c'est de reculer puis d'être contre le... OK. Fait que moi... tu décris un phénomène un peu différent, mais très important aussi, je pense. OK. Mais je vais rien finir avec ce que je dis, puis tu iras après, là. Mais c'est de même, je me sens surtout sur le point de vue de l'écologie, là, tu sais, que je fais comme, c'est peut-être pas la meilleure façon d'y aller de cette manière-là. C'est comme, non, c'est le bien pour le monde, puis on va les forcer. Puis là, tu sais, je décroche de ça. Puis c'est là que je trouve que moi, je me retrouve plus dans une gauche, même si t'aimes pas le terme, mais pragmatique, tu sais, qui est un peu plus sur, je sais pas, on va inciter, tu sais, quand ils disent, maintenant, tu soit la carotte ou le bâton, ben, tu sais, moi, je suis plus dans la carotte, tu sais. Puis inciter le monde, puis à leur montrer que, hey,
on pourrait beaucoup, beaucoup gagner à appliquer ces politiques-là, on va dire. Puis je trouve que c'est ça. On a une gauche là qui est plus, un peu comme tu dis, qui exclut les autres s'ils n'embarquent pas dans leur patente. Là, tu vois, c'est ça le problème avec un terme comme gauche puis droite, parce que ça donne l'impression que c'est une ligne, qu'il y a juste, qu'il y a juste une ligne entre les deux. Ouais. Quand ce que tu décris, c'est il y a 4 quarts. Il y a une ligne comme ça puis une ligne comme ça, OK? Il y a 2 axes. Il y a un axe qui est les mouvements socialement positifs progressistes, l'environnementalisme, l'éducation gratuite, tout ça. Et de l'autre côté, tu as, disons, ce qu'on pourrait appeler une sorte de forme de conservatisme, individualisme social, où genre, prends soin de toi, puis les autres, on s'en fout. Mm-hmm. L'environnement, c'est pas grave tant que toi, t'es correct. C'est ça. Ce mouvement-là, je fais de la caricature, on se comprend. C'est une responsabilité individuelle. C'est ça. D'un côté, tu as le collectivisme et les solutions du groupe ensemble, puis de l'autre côté, on s'occupe juste de chaque individu individuellement. Chaque individu est responsable pour lui-même. Chaque individu a une part de responsabilité pour le groupe. Si on veut là, hyper simplifier la chose, puis je vois déjà les commentaires de gens qui disent que je simplifie, c'est correct. Okay? Il y a ces 2 axes-là. Mais perpendiculaire à ça, il y a l'axe de la façon qu'on adopte des politiques du genre. Je pointe par toi, mais on comprend, je suis pas en train de dire que t'es de même. T'as des 2 axes. T'as l'axe autoritaire et t'as l'axe consensuel. L'autoritarisme, ça, c'est le bâton. Ça, c'est dire, écoute, je prends le pouvoir, puis si t'es pas d'accord avec moi, je vais utiliser la force pour t'imposer mes solutions, quelles qu'elles soient. Et de l'autre côté, il y a la façon consensuelle. Dire, écoute, je vais essayer de parler avec toi pour discuter, pour que tu arrives toi-même à la conclusion que c'est la bonne chose à faire et je ne vais pas te contraindre, je ne vais pas te forcer à être d'accord avec moi. On s'entend que c'est complètement impraticable un ou l'autre. Là. On vit dans une société complexe, c'est impossible de s'imaginer que 8 millions de Québécois vont tous, de façon consensuelle, arriver à une conclusion ensemble. Alors, il faut qu'il y ait une place entre les deux. Mais c'est entièrement possible d'être axé sur le progrès social et le collectivisme de façon consensuelle, de façon non coercitive, sans forcer les gens ou en forçant les gens, tout comme c'est entièrement possible d'être entièrement axé sur l'individualisme de façon qui force les gens ou de façon qui ne force pas les gens. Et généralement, c'est un déséquilibre qui joue selon qui est au pouvoir. Alors quand on a des groupes beaucoup plus axés sur le collectivisme qui sont au pouvoir, parce qu'ils sont au pouvoir, ils tendent à utiliser le pouvoir, ce qui tend à faire les gens qui ne sont pas confortables avec l'utilisation du pouvoir, ça tend à les envoyer dans l'autre camp. Mm-hmm. Parce que l'autre camp n'est pas au pouvoir. Puis après ça, quand l'autre camp vient au pouvoir, c'est un équilibre qui se rejoue tout le temps. C'est une petite balle de ping-pong. Ouais. Alors, au lieu de toujours se voir comme étant soit de droite ou de gauche, il faut se voir comme étant soit plutôt collectiviste, plutôt individualiste. Puis encore une fois, là, tu peux pas être entièrement l'un ou l'autre. Là, c'est pas tenable. On se trouve tous à un endroit où on est confortable entre ces 2 axes-là, entre ces 2 points-là. Il y a tellement de nuances. Puis de contexte. Et il faut s'identifier aussi comme étant quelqu'un qui est plutôt autoritaire ou plutôt non coercitif, consensuel. Puis ça aussi, on se trouve tous à un endroit différent. Mais il faut pas s'imaginer que quand on parle à quelqu'un qui est beaucoup plus axé sur l'individualisme, on parle nécessairement à quelqu'un qui va nous l'imposer de force. Et il faut être capable d'identifier qui propose d'utiliser la force de façon différente à qui propose d'utiliser la force de façon avec laquelle je suis d'accord. Puis ça, c'est pas facile. Mm-hmm. Ben oui. Ben c'est ça, c'est pour ça que j'aime ça parler avec toi, parce que c'est ça amène d'autres nuances, tu sais. Puis je pose tout le temps un peu ces mêmes questions-là à tous les invités que j'ai, mais tu sais, là, je t'ai parlé de la gauche qui est dans le fond plus progressiste, tu sais. Mais ce serait quoi les erreurs de la droite en ce moment qui est, on va dire, plus conservateur, tu sais? Ben, ça dépend où est-ce qu'on est. T'sais, présentement, je pense qu'aux États-Unis, les États-Unis... peut-être pour le Québec. Ouais, parlons du Québec. Ouais. Au Québec, présentement, on a une espèce de situation un peu étrange où on a le gouvernement actuel qui est un peu difficile à cerner parce que c'est pas un gouvernement qui a... Le parti n'a pas un long track record, mettons, mais généralement tend à être plus vers l'individualisme économique, mais le collectivisme identitaire est très... En tout cas, de ma perspective, moi, je me positionne plutôt fortement de façon consensuelle contre l'autoritarisme, agit de façon plutôt coercitive. Alors, ça devient difficile. C'est pour ça que j'utilise plus gauche et droite, parce que c'est des termes que j'ai de la difficulté à pointer si quelqu'un est à quelque part, parce que
Ben, c'est parce que pour une politique, il pourrait être considéré plus à gauche, puis un autre politique dans le même gouvernement plus à droite, tu sais. Ouais. Puis là, ça fait que ça a comme plus vraiment de sens, tu sais, parce que là, tu sais, maintenant, tu en as regardé ça, tu sais, Legault, il était tellement interventionniste, tu sais, dans ses subventions données aux entreprises. Ouais. L'interventionnisme qui est historiquement associé à la gauche. Ouais, c'est ça, là, tu sais. Mais pendant ce temps-là, il se présente comme étant d'un parti centre-droite. Qui était supposé être au début, c'est ça. Puis là, fait qu'en tout cas, de moi, qu'est-ce que je regardais, il y en a plusieurs qui disaient qu'il est devenu plus, il était supposé être centre-droit, qui est devenu centre-gauche, tu sais. Fait que là, en tout cas, c'est pour ça que je comprends aussi ce que tu dis, que ça a plus tant rapport. C'est pour ça que j'utilise plus ces mots-là. Gauche-droite. Si tu essaies de comprendre la politique québécoise en termes de gauche-droite, tu fais juste de la confusion, puis tu invites quelqu'un d'autre à te dire c'est quoi ta politique au lieu de la penser pour toi-même. Mm-hmm. Fait que, t'avais-tu répondu à la question initiale qui était c'est quoi le problème? Je trouve que le problème présentement, c'est que c'est des groupes qui utilisent le pouvoir pour imposer l'individualisme. Et je pense que c'est contraire aux intérêts. On ne devrait pas utiliser le pouvoir pour imposer une façon de s'organiser. Je veux dire, c'est normal. Il y a des gens qui sont de nature beaucoup plus individualiste, d'autres qui sont de nature beaucoup plus coopératif. L'idéal serait de permettre à chacun de s'organiser comme il le veut. Les coopératifs formeront des formes coopératives ensemble. Les individualistes pourront vivre leur vie de leur façon à l'intérieur de règles de jeu qui sont justes pour tout le monde. Quand on commence à utiliser le pouvoir pour dire non, vous n'avez pas le droit de vous former des groupes ensemble, on va réduire le pouvoir de ces groupes-là, on va enlever leurs réserves de moyens, on va enlever leur financement pour forcer les gens à être plus individualistes, c'est là que moi j'ai de la misère. T'sais, je veux pas dire, tout comme je veux jamais dire à quelqu'un tu es obligé de te joindre à une association, que ce soit une association politique, un syndicat, une association de patronat, peu importe, une religion. Je veux jamais dire à quelqu'un tu dois faire partie d'un groupe. Je veux jamais non plus dire à quelqu'un tu ne peux pas faire partie d'un groupe. Puis je ne veux pas que ton groupe ait des moyens. Je pense que chacun devrait pouvoir s'organiser comme il veut, comme il se sent confortable dans la société. Puis il y a en masse de place pour ça. Là. C'est de l'idéologie, vouloir dire aux gens vous ne pouvez pas vous organiser. Ouais. Ben, tu sais, moi je pense qu'il y a quand même une discussion à avoir à chaque fois qu'il y a un montant public d'investir avec de l'argent public, tu sais. Puis c'est ça. Puis ça fait partie de qu'est-ce que c'est une société. Oui, là, exactement. T'sais. Justement, puis ça, c'est une grosse question. Là, justement, l'argent public, est-ce qu'on devrait la collectiviser ou est-ce qu'on devrait la garder dans les poches de chaque individu? Puis ça, c'est des questions légitimes qu'il faut toujours qu'on soit en train de négocier. Puis je pense aussi qu'à chaque fois qu'on tente par peu importe le moyen de réduire la transparence ou la parole publique, je trouve que c'est un gros problème. Il faut libérer la parole tout le temps, puis là, on s'entend encore une fois dans les cadres de on menace pas du monde, esti, on fait pas de propos haineux, là, tu sais, genre c'est comme obvious, là, sacrément, là. Mais à chaque fois, c'est ça, tu sais, comme moi, quand j'ai appris que les infirmières peuvent même pas, genre, sortir publiquement puis dénoncer une situation, je trouve ça épouvantable, tu sais, puis là, je pense qu'ils voulaient faire la même affaire avec les médecins, de leur loi. Moi, je pousse encore plus loin que ça. Là. Dans la loi sur la fonction publique, il y a un article qui dit que les fonctionnaires, là, j'ai pas les termes exacts de l'article en tête, mais essentiellement qui dit que les fonctionnaires doivent loyauté au gouvernement. Ce qui est quand même normal, tu dois loyauté à ton employeur. Mais c'est ça, ça a souvent été interprété par des administrateurs du gouvernement pour dire t'as pas le droit de parler contre le gouvernement. Tu peux même pas faire des posts Facebook privés critiquant ton ministère. Moi, je trouve que c'est inacceptable. C'est ça, c'est... Parce que Chris, faut libérer la parole. Plus qu'ils se font critiquer, meilleur le système devrait Puis surtout, s'améliorer. Qui de mieux que les gens à l'intérieur de ce système-là pour le critiquer intelligemment? On connaît les crosses là-dedans, puis qu'est-ce qui se fait, tu sais. Moi, c'est pour ça, il faut libérer la parole le plus possible. Il faut absolument la libérer. Ouais, c'est ça. J'aimerais ça parler de souveraineté avec toi, parce que la dernière fois que tu es venu à mon podcast, moi qui est crissement souverainiste, tu m'avais dit que toi, tu n'étais pas contre, mais tu n'étais pas pour, tu sais. Puis, une des raisons, tu me disais, tu me corrigeras si je me trompe, c'est que tu sais pas c'est quoi le projet, tu sais. Fait que c'est pour ça que toi, tu peux pas aller pleinement dedans comme tu peux pas y renoncer non plus. Puis moi, j'ai posé ces questions-là à d'autres personnes qui sont souverainistes ou qui seraient pour un projet que le Québec devienne un pays.
Puis les solutions, eux autres, qu'ils m'ont apportées ou qui m'ont dit qu'ils pourraient être tentés c'est qu'ils parlent maintenant de si le Québec pourrait se lier les mains, tu sais. Avant que, maintenant, advenant qu'un référendum de oui, si le Québec se lie les mains, ou ce que les craintes de chaque, mettons, camp ne peut pas se réaliser, là, tu sais. Parce que moi, c'est souvent ça, le problème que j'entends, c'est que, même si tu n'aimes pas ces termes-là, on va y aller juste pour la conversation, ça soit plus simple. Souvent, le monde à gauche, leur gros peur, ils vont dire « Ouais, mais là, c'est un gouvernement de droite, est-ce qu'on veut pas de crise de gouvernement de droite, un pays de droite, fait que non, on n'embarquera pas. » Puis le monde de droite ne veulent pas embarquer dans un pays parce qu'ils vont dire « Voyons donc, ça va venir un esti de gouvernement de gauche, on veut pas de ça. » Fait que, qu'est-ce qu'il y en a qui me disent, c'est que si le gouvernement s'engage à se lier les mains, ça veut dire, je sais pas, rajouter des lois crépusculaires, tu sais, qui sont obligées d'être révisées après un certain nombre de temps. Tu sais, ça pourrait aider à, je sais pas, à rajouter un peu de sable dans l'engrenage. Puis, s'il y avait une haute chambre, tu sais, le conseil législatif qu'il y avait avant. L'espèce de l'équivalent du Sénat, là, oui. Exact, tu sais, peut-être plus moderne, là, parce que dans le temps, tu sais, il y avait peut-être des problèmes qu'on ne veut pas ramener, là, qui viendrait faire en sorte que, mettons, que l'Assemblée nationale, si elle veut amener une loi ou quelque chose de même, viendrait un peu s'entrechoquer avec la haute chambre, qui ferait que... comme ça fonctionne à Ottawa. Exact. Ouais. Puis peut-être mieux que qu'est-ce qu'il y a à Ottawa. Là, on peut faire mieux qu'à Ottawa, je suis d'accord. Est-ce que ça pourrait te convaincre, tu sais, à... OK, non, on n'a pas un projet, mais par exemple, on peut te garantir que peu importe, une fois qu'on aura un pays, peu importe la personne qui va être dans cette chaise-là du président ou whatever, qu'est-ce qu'on dit comme titre, il va tellement avoir un bon système que même la pire personne dans cette chaise-là va être forcée d'accomplir le bien, tu sais. Est-ce que ça te convaincrait? Je regarderais certainement un projet du genre. Ça contribuerait à certainement plus me convaincre que ce qui est proposé présentement. La nuance que j'apporterais, c'est que je voudrais m'assurer que quand je vote au référendum, je vote sur une constitution et pas sur une promesse qui va tenir peut-être des consultations qui vont mener à « on verra ». Mais si quelqu'un... Moi je le dis, là, s'il y a un groupe politique qui présente une constitution complète et robuste pour à quoi ça va ressembler un Québec séparé de la Fédération canadienne. J'ajouterais avec ça peut-être certaines orientations, mais je serais prêt à accepter juste des orientations, pas intégrées dans un projet de loi sur ça va être quoi la relation avec le Canada, parce qu'il va falloir le négocier, puis ça, je suis confortable avec ça, là. Mais une constitution complète, à quoi ça ressemblerait le Québec? Ce serait quoi le système judiciaire? Quel pouvoir est-ce que les juges? Est-ce qu'on aurait une Cour suprême? Qui aurait le mot final sur l'interprétation des droits fondamentaux au Canada? Présentement, c'est une espèce de combinaison des juges qui peuvent être arrêtés par la clause dérogatoire qui, elle, doit être renouvelée tous les 5 ans. T'sais, à quoi ça ressemblerait l'ensemble des dynamiques de pouvoir, les protections des minorités, concrètement? Mettez ça dans une constitution. C'est pas obligé d'être compliqué, là. La Constitution des États-Unis embarque sur une page, OK? J'en demande pas gros. Et qu'on vote là-dessus, je regarderai le projet de bonne foi et c'est pas impossible que je sois d'accord. Mais c'est parce que tu sais c'est quoi le problème avec ça? C'est que, maintenant peut-être, toi, qu'est-ce que tu mets en haut de ta liste qu'il faut qu'il soit dedans? C'est peut-être qu'est-ce qu'un autre camp ne voudront pas. Fait que là, c'est sûr qu'on n'arrivera jamais à un consensus. Je vais accepter la décision référendaire là-dessus. Si ça arrive... Si le camp, il dirait oui. Alors, si quelqu'un présente un ensemble, une constitution qui répond clairement aux questions de qui va avoir le pouvoir, ça va être quoi les protections, ça va être quoi les contre-pouvoirs, comment notre système électoral va fonctionner. T'sais. Une constitution normale, là, rien de ridicule, pas obligé de faire 400 pages. Là. Une page qui explique le fonctionnement fondamental de l'État, ça va être quoi les droits fondamentaux, qui va avoir le pouvoir, et que je regarde ça et que finalement, je suis pas convaincu, mais... la majorité des Québécois le sont, je reste Québécois puis je suis solidaire de notre décision collective. Mais mettons, OK, je t'emmène à une autre perspective. OK? Si on y rajoute là-dedans, dans le fond, un moratoire, peut-être sur 20 ans, je pense que c'est ça qu'il disait, un moratoire sur 20 ans qui dit que on va rien changer, tu sais. On va rien changer de qu'est-ce qui est présentement, qu'est-ce qu'on a, à part peut-être du point de vue administratif, tu sais, parce que la seule question qu'on veut se dire, c'est est-ce que oui ou non,
est-ce qu'on se sépare du Canada? T'sais? Est-ce qu'on gère nous-mêmes nos affaires ou on reste dans le pays? Bon, on gère nous-mêmes nos affaires, c'est là où le bas blesse. Compte pas sur moi pour te faire la question. Okay. Là, okay, là? Essaye d'être de bonne foi, s'il te plaît, pour moi. Là. On va dire la question. Là, mais c'est ça, puis il donne par exemple un moratoire de on change rien, ça reste comme que c'est là, ça veut dire le système de justice, on fait juste le ramener, mais c'est la même affaire, les mêmes lois. On change quasiment rien autre que les aspects administratifs, tu sais. Mais est-ce que ça te convaincrait, tu sais? Ça serait difficile parce qu'il y a une grosse partie de justement on change rien qui voudrait quand même dire mais on change qui prend les décisions. Alors dans notre système, la réponse c'est que la théorie me semble belle. L'exécution me semble hautement impraticable, voire presque impossible. Parce que, par exemple, est-ce que ça veut dire qu'on garde les mêmes 9 juges de la Cour suprême du Canada qui ont le mot final sur nos droits fondamentaux dans la Charte? En théorie, oui. C'est juste que ça serait des juges... je veux dire, on n'est pas souverain dans ce cas-là. Là. Je veux dire, le Québec... Non, mais je veux dire, en théorie, tu sais, de qu'est-ce que moi j'ai compris, là, puis on me corrigera, j'ai mal compris, mais c'est ça. Au lieu d'être Canada, ben ça serait du Québec. Là, OK, dans ce cas-là, je voudrais au moins savoir ça va être qui ces 9 juges-là. T'sais. Parce que si je suis en train de dire oui, je suis confortable parce qu'on ne change rien, mais je veux dire, on a un processus de nomination des juges qui devrait nécessairement changer parce que il y a juste 3 juges québécois à la Cour suprême. Il faudrait en nommer 6 autres. Puis j'aimerais savoir ça va être quoi le processus pour nommer ces juges-là. T'sais. Alors, le principe me semble bon, une espèce de on rapatrie l'entièreté des pouvoirs et on fait aucun changement pour 20 ans, le temps que les choses se stabilisent. Mais c'est qu'en pratique, la transition, c'est impossible de figer les choses en place puis dire on va se faire une transition qui va rien changer. La nature d'une transition, c'est que ça change les choses. Alors, le principe théorique me semble intéressant à explorer. Je pense pas que c'est faisable en pratique. Parce que le gros problème de tout ça, c'est qu'à la seconde qu'on commence à rentrer dans les détails, c'est ça. Qu'est-ce que toi tu veux, c'est peut-être pas qu'est-ce que moi je veux, puis qu'est-ce que moi je veux, c'est peut-être pas qu'est-ce que l'autre veut. Ouais. Fait que là, c'est sûr et certain qu'on va encore moins avoir de consensus, fait qu'on se rapproche encore moins du oui, là, tu sais. Fait que c'est ça le gros problème. Puis là, je me dis, peut-être avec ça, il va finir par dire oui, ou embarquer dans le projet de souveraineté. Mais c'est ça. Mais, mettons, ça te convainc-tu un petit peu plus, par exemple? Ben, comme je t'ai dit la dernière fois, si quelqu'un présente un projet avec une constitution robuste qui répond clairement aux questions que je considère des questions fondamentales de base, qui sont pas obligées d'être, comme je disais, la Constitution des États-Unis embarque dans une page, selon moi, ça fait la job. Qui a le pouvoir, à quoi ça ressemble le gouvernement, à quoi ça ressemble les droits fondamentaux des minorités, comment on assure une démocratie qui n'est pas juste genre une tyrannie élective, là, comment on s'assure qu'on a des contre-pouvoirs en place, comment ça regarde. Je vais regarder ça et c'est pas impossible que je dise « ouais, j'embarque ». Si je suis convaincu, par exemple, que c'est à l'avantage de la nation québécoise de rompre les liens avec la Fédération canadienne, il y aurait d'autres discussions à avoir là, mais je ne suis pas dogmatique contre la souveraineté, contre le fait que le Québec se sépare de la Fédération canadienne. C'est juste présentement, je ne vois pas un argument convaincant pour le faire et les propositions qui sont faites me semblent beaucoup plus risquées au point de vue de concentration du pouvoir, mais aussi au point d'autre point de vue géopolitique, tout ça. Là, mais je veux dire, ça se peut qu'un jour, quelqu'un présente un projet qui me semble tellement bien robuste que j'ai confiance qu'on ne va pas avoir de problème, on ne va pas se ramasser avec une hyper concentration du pouvoir et que la conjoncture économique, géopolitique, mondiale ferait en sorte que c'était à notre avantage de le faire. Ça se peut que je dise oui. Comment tu vois le Canada, tu sais? J'aimerais ça savoir, c'est quoi ton opinion du Canada, tu sais, du Québec versus le Canada, tu sais? Parce que moi, je les haïs pas, là. Non, mais les Ontariens, je pense pas que je suis zéro là-dedans. Ouais. Moi, c'est plus le gouvernement fédéral que j'aime pas, là, tu sais? Puis quand je parle de je les aime pas, c'est pas de la haine, c'est que je veux rapatrier ces pouvoirs-là aux Québécois, tu sais? C'est parce que je pense qu'on est différents, tu sais, puis que je pense que ça fait depuis, je me souviens plus c'est quoi, 1759, là, je pense qu'on a été conquis ou je sais pas trop, là, tu sais, puis depuis, je pense, ce jour-là, on est sur l'Inquisition britannique, qui a fini par devenir canadienne, mais,
sais, toi, en tout cas, toi, c'est quoi ton rapport avec le Canada? Tu sais, est-ce que tu le verrais, le Québec, sortir? Si, maintenant on enlève toutes les questions référendaires ou... tu sais, c'est quoi ton sentiment, c'est ça, par rapport à ça? Ben, première des choses, je sais qu'il y a beaucoup de Québécois qui voient le début du colonialisme comme étant 1759, quand les Britanniques ont gagné sur la bataille des Plaines d'Abraham. Je pense qu'il faut se rappeler qu'avant ça, c'est pas comme si on avait une démocratie représentative en 1758 non plus. Là. Ce qui est arrivé, c'est qu'on est passé d'une force coloniale à une autre. Mais en tout cas, peu importe. Je pense qu'à l'origine, le Canada n'était pas supposé être une nation au sens sociologique. Le Canada était supposé être quelque chose qui ressemble beaucoup plus, je crois, à l'Union européenne. Une alliance de gens qui se regroupent ensemble pour pouvoir coopérer selon ce qui est bon pour eux de coopérer ensemble, puis le résultat, ils se laissent tranquille. Une vraie confédération. Oui, exactement. Et non une fédération. Là-dessus aussi, je fais attention parce que le mot confédération en 1867 voulait simplement dire la création d'une fédération. C'est juste venu plus tard la notion d'une confédération comme étant une fédération où les États fédérés sont plus puissants que la fédération centrale. Mais reste que même là, je pense qu'on a beaucoup dérivé dans les 250 dernières années de la Fédération canadienne des idéales d'une fédération. Ouais. La centralisation du pouvoir. Il y a beaucoup de centralisation puis d'insubordination par les... D'ingérence, disons, ou Oui, c'est ça, d'ingérence par des transferts. Oui, exactement. Tu sais, où ils finissent par empiétrer dans les compétences. Ça. Alors, puis je veux dire, là-dessus, tous les gouvernements du Québec, de tous les partis politiques, ont les mêmes demandes par rapport à ça. Qu'ils soient fédéralistes ou souverainistes, peu importe. Là-dessus, c'est clair, tous les gouvernements du Québec veulent renégocier l'entente avec le gouvernement fédéral pour en faire quelque chose qui ressemble beaucoup plus à l'intention initiale du Canada. Une situation où, par exemple, on dit dans la Constitution, dans la loi constitutionnelle de 1867, le document fondateur du Canada moderne, que l'administration des hôpitaux appartient exclusivement aux provinces. Mais pendant ce temps-là, le gouvernement du Canada fait des transferts fédéraux en santé et ça vient avec des conditions. Ce qui est contraire à l'esprit de la loi. Je veux qu'on revienne à quelque chose qui ressemble beaucoup plus à l'esprit de la loi où le Canada est une alliance de gens qui ont des intérêts en commun, défense mutuelle, monnaie mutuelle, représentation internationale, commerciale mutuelle, même là peut-être un peu, on a du jeu là-dessus, mais où les différents peuples canadiens, ou les différents peuples à l'intérieur de la Fédération canadienne, dont le peuple québécois, peuvent gérer leurs affaires internes comme bon il le semble. Puis là-dessus, quand je dis, je rejoins à 80-85% probablement les souverainistes, parce qu'on est pas mal tous d'accord pour dire, ben oui, on veut que le Québec ait tous les moyens nécessaires d'avoir assurer la pérennité de leur identité. Puis quand je dis le Québec, je pense que c'est important aussi de faire une distinction entre le Québec et le gouvernement du Québec, parce que c'est pas comme si, je veux dire, il y a 20% du gouvernement de la Fédération canadienne qui est le Québec aussi. Mais il y a 80% qui ne l'est pas. Alors, faire une situation où les gouvernements fédéraux de toutes les trempes aient beaucoup moins d'influence, beaucoup moins de pouvoir sur ce qui devait à l'origine et ce qui devrait encore aujourd'hui être des pouvoirs du gouvernement du Québec. Ça, je suis complètement favorable. Là où j'ai peut-être un bris, c'est que je crois pas que la meilleure façon d'arriver là pour le peuple québécois, c'est de briser les liens avec la Fédération canadienne pour ensuite essayer de les rebâtir. Parce que nécessairement, un Québec qui a quitté la Fédération canadienne va quand même vouloir une entente de libre-échange avec le Canada, j'imagine. Va quand même vouloir certaines ententes de mobilité des travailleurs. Va quand même vouloir, j'espère, une défense mutuelle. Je veux dire, ça me semble juste logique. On a déjà des forces armées hautement intégrées. Une alliance très proche. Puis tant qu'à avoir toutes ces choses-là, ben, il va falloir des corps qui existent, des institutions qui existent administratives. Alors, il va falloir renégocier des liens pour rebâtir une relation avec la Fédération canadienne. Je pense qu'on est peut-être mieux placé à faire ce travail-là quand on contrôle 20% du gouvernement canadien que quand on en contrôle 0%. Alors, je pense qu'on est mieux de le faire de l'interne au lieu de briser les liens et essayer de les rebâtir. Fait que c'est là que tu te situes là-dedans, toi. Ouais. Tu penses vraiment que c'est mieux de le faire de l'interne ou... Moi, je pense que oui, et je pense qu'on devrait... On oublie toujours qu'avant les derniers référendums, il y a eu des tentatives de le faire aussi. Puis après les référendums, il y a eu des tentatives de le faire aussi. Ouais, essayer de renégocier, exactement, essayer de renégocier notre entente avec le gouvernement, avec
la Fédération canadienne, c'est une étape avant un référendum, selon moi. Parce que ça se peut, encore une fois, que si on essaye, puis les autres provinces disent on veut rien savoir, ben là, je veux dire, on prendra nos décisions qui s'imposent. Mais je pense que si on s'essaye, et on s'essaye correctement, parce que le gouvernement du Québec, présentement, à chaque fois qu'il s'essaye, ce qu'il fait, il envoie une lettre à Ottawa, puis c'est tout. Faut qu'on parle aux autres provinces. Faut qu'on les inclue eux aussi dans cette décision-là. Je veux dire, l'Alberta aimerait sûrement renégocier son entente avec le gouvernement fédéral. J'ai l'impression que l'Ontario aussi. J'ai l'impression que les provinces maritimes aussi. Je pense que c'est une bonne pratique régulièrement se rencontrer tous ensemble, toutes les provinces ensemble, tous les gouvernements des provinces ensemble et le gouvernement fédéral et demander qu'est-ce qu'on peut faire. Comment est-ce qu'on peut changer ça? Je pense qu'il faut faire cette étape-là avant de se poser la question, est-ce qu'on a encore notre place dans la Fédération canadienne? Mais tu sais, ça fait environ quasiment 200 ans que cette question-là, elle est posée, là, tu sais, celle de... qu'il y a un sentiment fort du Québec à vouloir sortir du Canada. T'sais. Je pense qu'il y a un sentiment fort du Québec, il y a un sentiment fort des Québécois de vouloir avoir plus de pouvoir au gouvernement du Québec parce que c'est le gouvernement qui est plus proche d'eux. Ça existe depuis 200 ans et plus. Ce sentiment-là mène plusieurs personnes à vouloir quitter la Fédération canadienne, mais pas tout le monde. Mais ça fait quand même 200 ans qu'on l'essaye. Puis ça fonctionne pas, tu sais. Ben, c'est pas vrai que ça fonctionne pas. Juste on est encore là aujourd'hui, tu sais. Ça fait quand même 35% de la population qui veulent se séparer, tu sais. La question a jamais été réglée. On n'a jamais été satisfait de cette entente-là. C'est un peu ça que j'essaie de dire. Ben, moi, je suis confortable que la question reste toujours. Ouais. Je veux dire, on devrait toujours se poser la question. Tout peuple devrait constamment se poser la question. Qu'est-ce qu'on veut dans nos alliances avec les autres autour de nous? Mais si ça fonctionnait, tu sais, elle aurait été réglée, cette question-là. T'sais. Mais encore aujourd'hui, ça ne l'est pas. Mais on ne peut pas s'imaginer que 8 millions de personnes vont toutes être d'accord à ce qu'une question soit réglée ou non. Alors, c'est pour ça qu'il faut toujours voir nos relations comme étant une renégociation constante. C'est pas des contrats, là, c'est des relations qu'on a. Moi, j'y crois pas, man. Non, mais c'est correct. Je t'adore, mais je sais, mais est-ce que tu réalises que 65% des Québécois y croient? Non, ça, c'est pas vrai, ça. C'est 65% des Québécois. Il y en a là-dedans que c'est des fédéralistes. Ça je te l'accorde, c'est sûr. Mais il y en a beaucoup là-dedans qui choisissent le statu quo un peu de la même façon que toi. C'est qu'ils sont pas super convaincus par la proposition qui est faite. Fait que, par défaut, ils choisissent le statu quo. Mais, tu sais, quand c'est le 35, le 35 qui dit oui, ça, c'est oui. Le sondage, eux autres, c'est sûr qu'ils votent oui. Mais le restant, le 65 qui votent, qui sont dans le non, c'est pas clair, tu sais. C'est pas des fédéralistes. Oui, il y a des fédéralistes, mais il y a beaucoup de statu quo là-dedans, là, tu sais, qui savent pas trop. Qui savent pas trop comment... Mais tu sais, est-ce que... Je veux dire... Qu'est-ce que ça veut dire que la question soit réglée pour toi? Ben, qu'on soit réglé, ça serait qu'on soit respecté dans le Canada. Là, mais c'est un peu ça, qu'il n'y ait pas tout le temps une tentative de réécrire l'histoire ou essayer d'une tentative de... Ben, c'est ça, de... OK, mais ça, c'est pas la même question que la question de participer ou pas, d'être membre ou pas de la Fédération canadienne. Ce que tu dis, c'est ce que t'aimerais te sentir mieux respecté en tant que Québécois au sein de la Fédération canadienne. Ouais. Ben, moi aussi. Ben, tu sais, oui, respecter, mais aussi le fait que j'aille pas tout le temps l'impression qu'ils essayent de nous éteindre de façon culturellement, tu sais, là. Puis c'est, en tout cas, ça a tout le temps été fait sur des partis, sur le Parti libéral, mais qu'on soit vu comme une communauté comme une autre, à partir d'un autre. Quand on était à l'origine, les faisait partie des deux peuples fondateurs. Maintenant, on est une communauté parmi. Tu sais, c'est comme tout le temps une tentative de nous minimiser là-dedans, puis ou c'est ça, de banaliser, mettons, nos revendications, tu sais, que ça soit avec le déclin du français. Ben, c'est tout ce que tu dis, je te rejoins là-dessus. Moi, je crois que la solution qu'on devrait essayer en premier, c'est de renégocier notre entente avec la Fédération canadienne. Mais ça a déjà été fait souvent, là, tu sais. Puis ça n'a jamais conclu grand-chose. Tout comme les référendums n'ont jamais conclu grand-chose non plus. Là. Je veux dire, il ne faut pas s'imaginer... Ils ont triché la deuxième fois. Il ne faut pas s'imaginer qu'un jour,
cette question-là va être réglée. Elle ne le sera jamais parce que c'est une renégociation constante. Si tu te maries avec une femme, là, les gens n'aiment pas cette analogie-là, je vais en prendre un autre. Si tu déménages dans une maison avec 9 autres colocataires, faut pas que tu t'imagines que à partir de maintenant, tu n'auras plus jamais de friction avec tes colocs. Il faut toujours que tu sois en train c'est ça, tu sais, toujours en train de te filer, là. OK, lui, il se sent pas bien aujourd'hui, on va peut-être lui donner de la place, puis on va revoir pour ça. Ça fait 200 ans qu'on essaye de filer les autres. Mais ça fait 200 ans qu'on vit en colocation. À un moment donné, il faut que tu voles de tes propres ailes aussi, là. C'est un peu ça que j'essaye de dire. Puis que, tu vois, moi, j'embarque pas dans cette espèce on parle comme si c'était un échec du peuple québécois de décider de s'associer à un autre peuple. Je pense pas que c'est un échec. C'est pas de s'associer, c'est de laisser les autres nous gouverner. C'est un peu ça l'affaire. Parce que toutes les champs de compétences... Là, tu reviens à renégocier l'entente. Je suis d'accord avec toi. Oui, mais c'est parce que quand on le renégocie, puis que la réponse est non. Non. Ouais. Legault, il l'a essayé c'est ça. Alors, 21 fois. Legault, il a envoyé un petit message texte à Justin Trudeau avant son café le matin. Il a reçu non, puis il a abandonné. Oui, puis avant Legault, tu sais, ça a été Lucien Bouchard, puis il se faisait dire non, puis le gouvernement précédent avant aussi, tu sais. Fait que c'est pas de quoi qui est typique à Legault, c'est de quoi qui est continuellement. Mais c'est qu'après ça, quand tu as des gouvernements péquistes qui demandent, le peuple québécois dit non aussi. Mais qu'est-ce que tu penses de genre, puis là je m'excuse. Je m'excuse parce que je sens que je te pousse en estime. Non, mais c'est correct. Ça fait partie. Là, ce qu'on est en train de vivre de façon micro, là, c'est la renégociation constante qui doit toujours avoir lieu, puis on va jamais la régler. Il faut toujours falloir reparler de ça parce que c'est important. Moi, qu'est-ce que je parle, c'est que ma tante, c'est ça, si ma tante, tu parles de renégociation, là, puis la réponse est non tout le temps, c'est quoi ta solution à ça? S'il y a une tentative de renégociation où le Québec arrive à voici c'est quoi qu'il nous faut vraiment, puis les autres provinces, on est tellement loin de ce qui est possible, là, il faut se demander, est-ce qu'on serait mieux à quitter cette colocation-là ou pas? Puis ça se peut que la réponse soit oui. Puis toi, qu'est-ce qu'il te faudrait pour que tu penses que oui? Faudrait qu'on parte de là. C'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que... Où a préséance? Mais je vais te répondre, mais je vais te reposer la même question. Okay. Alors toi, tu me demandes qu'est-ce qui me ferait voter oui. Après ça, moi, je vais te demander qu'est-ce qui te ferait voter non. Moi, ce qui me ferait voter oui, ça serait un bris clair et irrémédiable des conditions présentées dans la loi constitutionnelle de 1867. Ça serait, par exemple, je veux dire, on pourrait penser à une situation où le gouvernement fédéral, demain matin, décide d'imposer au Québec OK, non, vous n'avez plus un code civil, vous avez la même common law que le reste du Canada. Ce genre de situation-là. C'est une situation où on ne prétend même plus vouloir que respecter l'entente initiale. Ça ferait que je m'en irais. Il y aurait un ensemble de scénarios. Par exemple, on peut tomber dans des espèces de scénarios ridicules, genre le Canada devient une dictature. OK, ça me tente pas de faire partie de ça. Ça, c'est ridicule. Ça, c'est des situations évidentes. Mais le reste, pour moi, il faudrait que ce soit tellement insoutenable vivre au Canada et qu'il n'y ait pas une situation possiblement pire ailleurs. Puis ça, c'est vraiment ces deux choses différentes. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on quitte en colocation, il va falloir qu'on se trouve une autre maison à quelque part. Mm-hmm. Puis il y a une crise du logement international présentement. Là. Pas juste dans les maisons, mais si on regarde le monde autour de nous présentement, c'est de moins en moins facile se tailler une place sans immédiatement tomber dans le giron de quelqu'un d'autre. Puis je ne suis pas certain qu'à quitter la Fédération canadienne, on ne se ramasserait pas... Nominalement, on serait peut-être souverain, mais en pratique, on appartiendrait aux États-Unis. Puis ça aussi, je veux pas ça. Là. Alors, il faut regarder le monde tel qu'il est, et c'est pas un monde qui est toujours facile à se trouver une place pour 8 millions de personnes. Je pense qu'il y a quand même en masse de place au Québec pour les habitants. Non, mais tu sais, quand je dis une place, je veux dire une place géopolitique, là, pas de l'espace physique. Je veux dire, ça va être quoi le rôle, ça va être quoi la place mondiale de ça quand on a, par exemple, on est essentiellement une société de ressources. Puis si on regarde ce que les États-Unis sont en train de faire aux autres sociétés de ressources en Amérique du Nord, regarde ce qu'ils ont fait au Venezuela récemment, je pense pas que c'est ça qu'ils vont faire, mais ils vont regarder nos ressources pour dire intéressant ça. Puis en plus, il y a énormément d'instabilité, ils savent pas qu'est-ce qu'ils font, ils savent pas
qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est pas pour rien que dans les derniers mois, Paul Saint-Pierre Plamondon devient quasiment un cheerleader de l'alliance, du lien avec les États-Unis, parce qu'il sait que si jamais on fait un référendum, il va falloir que les États-Unis reconnaissent rapidement ce résultat-là, puis les États-Unis vont demander quelque chose en retour. Ouais. Ben là, ça a tout le temps existé. Ça a tout le temps existé. Il faut être reconnu parce que dans le fond, la seule affaire qui nous empêche de pouvoir vraiment faire des accords commerciaux, autres que le Canada, c'est est-ce qu'il y a d'autres pays qui vont vouloir faire des ententes avec nous autres. Là, fait que c'est sûr qu'il faut être reconnu, mais moi, ça me fait pas peur, les États-Unis. Je vois aussi les commentaires venir. Les gens vont dire « Farnell fait une campagne de peur, puis blablabla. » Tu me fais penser à Mélanie Joly. Là. C'est pas une campagne de... Je veux dire, hey, où était le monde? C'était quoi le monde il y a 10 ans? L'impensable est arrivé plusieurs fois. Là. L'impensable est de moins en moins impensable. C'est pas une campagne de peur à être lucide au fait qu'on vit dans un monde hautement incertain. C'est pas une campagne de peur. Puis je suis pas en train de faire de l'aplaventisme puis penser qu'on est un peuple inepte et incapable quand je dis qu'il y aurait des énormes difficultés, puis ça créerait beaucoup d'instabilité. Puis entre-temps, une fois qu'on embarque dans ce genre d'engrenage-là, c'est pas toujours facile de savoir où est-ce qu'on s'en va. Je dis pas que c'est impossible, je dis que c'est pas aussi rose que certaines personnes le présentent. Ben moi, tant qu'à me faire profiter de l'État fédéral de nous autres, c'est pas un argument pour moi de faire « Ouais, mais il pourrait risquer qu'il y ait Donald Trump... » Moi, je sais pas, moi, ça me convainc pas. Là, puis je suis pas en train de dire c'est ça que tu me fais en ce moment, mais je sais que Mélanie Joly, là, elle a essayé une couple de fois de la sortir, celle-là. Moi, ça me convainc zéro. Tu sais. Tu m'as posé une question tout à l'heure qui était qu'est-ce que moi me ferait dire non? C'est ça? Ouais. Ben moi, pour être honnête, si dans un monde, on va dire rose bonbon, là, que le Canada reconnaisse que, mettons, qu'il nous donne nos pleines compétences, puis on va dire qu'il resterait vraiment dans juste une optique vraiment plus fédérale, c'est-à-dire s'occuper de la monnaie, des frontières, puis de l'armée, puis tout le reste resterait aux provinces. Pour vrai, j'aurais pas de problème avec ça parce que je suis très conscient qu'on peut être beaucoup plus fort ensemble, tu sais. Mais le gros problème de tout ça, c'est justement, qu'est-ce qu'on parlait au début, tu sais, la centralisation, puis le problème avec les transferts en santé, puis les transferts d'argent, puis qui finit tout le temps par empiéter un peu plus. Puis je trouve que l'histoire nous l'a montré que le Canada ne jouera jamais franc jeu, même si on va dire, on a, exemple, je sais pas, il y avait Pierre Poilievre qui nous disait « on va vous donner plus de pouvoir en immigration. » Tu sais, il m'a amené, c'était ça, sa dernière campagne qui parlait. Ben, moi, ça me convaincra jamais, ces affaires-là, parce que je dis, même si on avait un gouvernement, un nouveau parti politique qui prenait le pouvoir puis qui était comme, nous autres, le Québec, on vous aime, on aime toutes les provinces, puis on va vous respecter, mais il n'y a rien qui empêche que peut-être un jour, il va y avoir un autre gouvernement qui va être hostile envers le Québec. Tu sais. Puis je pense que c'est un peu une fatalité. Puis tant si longtemps qu'on ne deviendra pas un pays, on va subir ça. OK, ben tu vois, on se recoupe sur genre 95%. C'est juste moi, j'arrive pas à la conclusion de la fatalité. Je pense que c'est possible si on le fait avec les autres provinces. Au lieu de juste aller voir Ottawa un à un, là, on se donne comme alliés toutes les autres provinces parce que je suis d'accord qu'on est plus fort ensemble. Et on demande de renégocier l'entente fédérale. J'ai l'impression... Moi, je tombe pas dans la même fatalité. Je pense que c'est possible. Ben, gars, on a le droit d'être en désaccord. Ouais. Hey, Farnell Morissette, c'était vraiment cool. Merci pour ton temps. Man. C'était cool. Puis j'incite le monde, là, j'ai pas parlé de ça, là, mais j'incite le monde à aller écouter un genre de... C'est pas un documentaire ou une conférence, mais sur la Constitution canadienne. Ouais, j'appelle ça le cours public sur la Constitution québécoise. C'est la Constitution du Québec. OK. Ouais. Du Québec? Mais en tout cas, tu parles beaucoup du Canada là-dedans. Oui, pas nécessairement. C'est ça, ça fait partie de ça aussi. Tout ça. Puis pour vrai, c'est super instructif, man. C'est éducatif au bout. Moi, j'ai appris plein d'affaires là-dedans qui est super intéressant, dont les rôles des lieutenants généraux, puis que ce soit au Québec ou au Canada. Ben, c'est ça, tu sais, le contrôle royal qui était prévu depuis le début, là, tu sais.
J'ai vraiment aimé ça, je trouvais ça bon, man. Puis j'incite tout le monde à aller l'écouter. Pour vrai, c'était le fun. T'as aimé ça, faire ça, ce genre de vidéo-là, cette conférence-là? Oui, tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on a tourné dans un bar. Ouais, au Vox Pop, là. Ouais, le bar Le Vox dans le Saint-Roch à Québec, un bar que j'aime beaucoup. Mais ouais, j'ai trippé à faire ça. Là, puis c'est le fun de faire ce genre d'activité-là, parce que ça, c'est de l'activité citoyenne à son plus... vrai, là. Ouais. On est dans un bar, puis on parle de comment notre État fonctionne. Tu sais, j'ai vraiment aimé ça, ouais. Tu vas-tu en faire d'autres sur d'autres sujets? Je suis en train de travailler là-dessus. Ce que j'ai réalisé, c'est que c'est super le fun de faire ça, mais ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts, et je veux trouver un moyen de pouvoir maximiser cet effort-là. Alors, je suis en train de travailler sur des trucs, mais je veux trouver le meilleur moyen. Tu sais, ça a été super le fun, mais je suis pas convaincu que c'est la meilleure façon d'avoir l'impact que j'aimerais avoir là-dessus. Tu sais, j'ai commencé le podcast en te félicitant, mettons, tu sais, de ta décision que tu as prise, tu sais, d'arrêter l'avocat, tu sais, puis te concentrer plus sur influenceur. Je sais que tu revendiques le titre. Non, je peux nous appeler. Ouais, c'est ça. Fait que... Mais est-ce que tu te partirais un podcast ou est-ce qu'il y a de quoi qui t'intéresse? Moi, je te l'avais écrit dans les commentaires quand tu avais marqué. Moi, je pense que tu devrais en partir un puis recevoir du monde d'un fois. Je sais que tu le fais une fois de temps en temps. Tu avais reçu Alexplique, là, je pense. Ouais, Alexandre Drolet. Puis je commence à faire des entrevues de temps en temps. C'est que je vois tout le travail que tu mets là-dedans. Il y en a en tabarnak. Ça, vous le voyez pas. Je vous le parie, vous le voyez pas, là, mais il y a du travail en Moses à faire un bon podcast. Et surtout quand l'invité échappe des bouteilles d'eau. Là, ouais, quand l'invité garoche de l'eau sur votre console. Non, je vois tout le travail qui va derrière ça, et je suis pas certain que de un, je serais... Moi, je veux que ça bouge vite. Genre, moi mon temps de production pour une vidéo, c'est 1 heure. Quand j'ai fini de faire toute ma recherche, quand je sais ce que je veux, là, entre quand je pèse sur record la première fois et quand je pèse sur upload, il y a généralement à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Sur chaque vidéo? Ouais. Ah ouais? Ouais, mais ça veut quand même dire que comparativement, toi, tu vas passer combien de temps à faire le montage après, là? Ben là, tu sais, c'est sûr, j'ai développé des trucs, là, tu sais, mais tu sais, c'est facilement tout un après-midi. Ça me prend 1 journée et demie complète, là, tu sais. Alors, ils travaillent pour de vrai, guys. C'est de la job en Moses faire ça. Puis, la façon que moi, je réalise que je travaille le mieux, c'est quand c'est très flexible, c'est très vite. J'aime pouvoir me concentrer d'une chose à l'autre, changer de concentration rapidement. Je suis pas sûr que le format de podcast serait meilleur pour moi. Okay. Mais j'aime beaucoup être invité à un podcast comme le tien, par exemple, parce que ça donne la chance de jaser, puis ça développe beaucoup d'idées, puis c'est super le fun. Là. Mais y a-tu des projets, genre, mettons, que tu auras en tête que tu penses peut-être qu'ils vont venir ou... Peut-être. Tu sais, je suis en train de travailler la possibilité de faire des séries documentaires, mais vraiment des documentaires, là, avec des documentaristes ou Avec Urbania? Ouais, avec entre autres, tu sais, avec d'autres choses que jusqu'à ce que ce soit finalisé, je veux pas trop... Non, excuse-moi. Mais tu sais, justement, avec des professionnels de la production de documentaires où moi, je peux apporter ma valeur, qui est généralement plus dans la recherche, le développement d'idées, comment présenter certains sujets. Mais après ça, il y a quelqu'un d'autre qui va savoir, cette caméra-là, il faut qu'elle aille là. La technique, Moi, j'ai pas ça. J'ai pas ce talent-là. Alors, je veux travailler avec des gens qui sont capables de le faire. Puis ça, c'est un format que je pense pourrait être prometteur. Avec une équipe étant encadrée. C'est ça. Ouais. Ah, c'est très cool, man. Mais encore une fois, man, un gros merci, Fernel Morissette. C'est super apprécié. Puis pour vrai, j'incite le monde à faire qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, genre de pas être d'accord avec quelqu'un, puis de se parler de bonne foi, puis de réellement comprendre qu'est-ce que l'autre veut dire. Puis notre liberté tient à ça. Notre liberté à nous tous tient à ça. Parce que si on n'est pas capable de se parler, la seule chose qu'on peut faire, c'est se battre pour le pouvoir. Ben, c'est ça, tu sais, man. Fait que, tu sais, moi, j'aime t'écouter, man. Puis encore une fois, des fois, je suis pas d'accord. Je suis un calice. Puis des fois, je fais comme... Ben, pour vrai, j'ai pas vu ça de même, asti. Puis là, je me rends compte, je fais, ben, je suis content de suivre. Ben, c'est ça, du monde qui pense différemment de moi par moment, tu sais. Puis c'est moi qui en ressors le plus gagnant là-dedans, parce qu'après ça, je me sens grandi, je me sens... Puis des fois, ça me réconforte dans mes valeurs à moi, tu sais. Puis je trouve que c'est tellement un aveu de faiblesse, man, de pas vouloir parler avec quelqu'un parce qu'il y a quelqu'un parce qu'il y a un détracteur qui t'a fait un résumé de cette personne-là, le pire hostie de résumé qu'ils peuvent faire, tu sais. Au contraire,
En tout cas, tu sais, je vais arrêter avec mon hostie de monologue, là, puis je vais remercier mes commanditaires qui est procafetière.ca. Un énorme merci à Procafetière de me supporter. Ils sont vraiment très, très gentils, très efficaces. Si vous êtes des buveurs de café, je vous incite tout le monde à aller vous procurer, à aller faire vos commandes. La livraison est extrêmement rapidement. Puis, ils ont beaucoup, beaucoup de variantes de toutes sortes de cafés. Puis, en plus, ils t'offrent la poche de café du WhatsApp Podcast pour toi qui va pouvoir te tenir réveillé. C'est à moi, ça! Oui, je pars avec! Ouais. Ah, Colin, merci! C'est à toi, vous pouvez vous le procurer au procafetière.ca. Puis un énorme merci aux cafetières Bellucci. Puis, je vous invite tout le monde aussi, si vous aimez ça le podcast, vous voulez m'encourager, ben je vous incite à aller vous abonner à mon Patreon. Tous les podcasts sont disponibles 1 mois d'avance et sans publicité. Je sais à quel point ça fait chier les pubs. Fait que, puis en plus, ça m'encourage dans mon podcast. Puis, je te laisse le mot de la fin. Si le monde veut te suivre, Fernel Morissette, de tes réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Y a-tu d'autres choses? J'aime toujours rappeler aux gens, si vous avez un ami, quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps, là, tout le monde, il y a quelqu'un qui vient en tête, envoyez-en un petit message texte pour dire hey, salut, comment ça va? Ouais. un gros salut mon chum, je pense à toi. Ouais, tu sais, retisser des liens sociaux, ça aussi, c'est une chose qui est importante dans une société. Il faut tout qu'on ait beaucoup d'amis. Ben oui, ça. Puis c'est important de leur dire qu'on les aime. Qu'on les aime aussi. Ouais. Hey, encore une fois, un gros merci. Merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde.